il n'y a même pas tout jeune, l'intelligence artificielle, ça date un peu. Donc voilà, donc ça c'est le premier biais. Le deuxième biais, on parle de l'intelligence artificielle. C'est une autre problématique parce qu'on devrait parler plutôt des intelligences artificielles parce qu'il y en a une par objectif précis qu'on va se fixer et non pas une omnisciente qui pourrait tout gérer, en tout cas pas en l'état actuel des avancées technologiques. Bref, ça ne reste qu'un outil, cette intelligence artificielle, et tout va être une question d'usage. Et même si aujourd'hui, comme les outils numériques, c'est incontournable, donc il va falloir l'utiliser, il va falloir le comprendre. Et d'autant plus, nous, dans le monde de l'éducation et de la formation, même si j'ai vu qu'il n'y avait pas que des gens de la formation et de l'éducation dans les inscrits aujourd'hui, mais en tout cas, ça va avoir un impact majeur. Si je donne deux courts exemples, si je suis formateur, bah forcément, ça va me permettre de gagner du temps, de la productivité, de la créativité. Si je suis apprenant, ça va me permettre de rythmer, d'adapter le rythme et d'individualiser mon parcours grâce à ces outils. Et on a même vu là qu'il y a une commission IA dans le gouvernement où ils ont décidé de tester les outils d'IA dans des circonscriptions de l'éducation nationale. Donc voilà, les questions commencent à se poser. Et aujourd'hui, donc du coup, vous l'avez compris, le but n'est plus de savoir si je dois l'utiliser ou pas, mais c'est surtout comment je vais l'utiliser de façon raisonnable et à bon escient. Et je pense que c'est le véritable enjeu là, des 10 prochaines années dans l'éducation, d'arriver à développer la réflexion et l'esprit critique, alors qu'on va être de plus en plus surassisté par ces outils d'intelligence artificielle. Bref, je me tais, je ne refais pas le point sur les différents experts qu'il va y avoir à l'œuvre, mais en tout cas, on aura Michel et Léo Cohen de Certifia sur principalement des cas d'usage, un témoignage de l'APEC avec Indira Kamalon et Michael, effectivement, qui est un consultant spécialisé en marketing digital, notamment dans le référencement et qui est également formateur. Donc, qui va un peu vous donner de manière pratique comment s'approprier ces outils aujourd'hui, notamment par la qualité du prompt qui va définir la qualité du résultat que vous aurez, mais j'en dis pas plus. Quoi qu'il en soit, je vais être un peu le monsieur loyal du chat, donc n'hésitez pas, parce que le programme est dense, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et j'essaierai de les reprendre plutôt à la fin ou en fonction des questions, je verrai comment je m'organise, mais en tout cas, je les prendrai avec plaisir dans le chat et j'essaierai de toutes les poser à la fin de cette intervention. Voilà, je laisse la main à Michel et à Léo. Bonne commission à tous. C'est parce que moi, je vous ouvre la présentation. La présentation est bonne, là? Elle est dessus? Oui, là, elle apparaît. Parfait, on la voit. C'est parti. Bah, écoutez, bonjour à tous, Michel et Léo, enchanté. Voilà, donc on vient dans le cadre de Certifia, qui est un organisme de formation, et pour ma part, je suis un des formateurs de Certifia, donc je vais commencer par me présenter, après je laisserai la place à Léo. Moi, je suis CEO d'une société qui s'appelle Caviar Tech. On est spécialisé dans les expériences immersives, dans la XR, plus généralement la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et il se trouve qu'on a commencé à intégrer l'IA depuis plus de 3 ans, parce que on utilisait déjà ChatGPT-2 dans une version de copywriting, dans un logiciel US, et on trouvait déjà à l'époque que c'était incroyable. Et quand on en parlait autour de nous, ben, en fait, les gens n'avaient pas l'air de nous croire. En fait, ils disaient non, c'est pas possible ce que tu nous racontes. Et puis, on a eu la chance, étant donné qu'on utilisait ce logiciel, d'être early adopter sur la version 3.5, ce qui m'a propulsé, entre autres, vers le CNAM. Et j'ai commencé à réaliser les premières formations de ChatGPT il y a un peu plus d'1 an pour le CNAM Île-de-France, ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer de former plus de 350 personnes, des CODIR, des comités de direction d'entreprise, mais aussi l'UGEI, la conférence des grandes écoles, donc dans énormément de verticales, Institut français de la mode, École supérieure de journalisme, École d'ingénieurs. Et ça nous a donné finalement une vision très globale de tous les cas d'usage possibles aujourd'hui avec l'IA. Alors bien évidemment avec le prisme particulier de ChatGPT OpenAI, on est assez fan. Et l'idée aujourd'hui, c'est de rendre finalement tous ces acquis les plus viraux possibles à travers des formations. Et là, je passe la main à Léo. Exactement. Léo Cohen, j'ai cofondé Certifia avec deux associés qui s'appellent Hugo et Gary, basés en métropole. Certifia, très concrètement, se définit comme une EdTech
c'est les nouvelles technologies de l'éducation. On est un organisme de formation, donc certifié Calliope et labellisé la French Tech. Et ce sur quoi on travaille précisément, c'est l'enjeu de monter en compétences. Aujourd'hui, notre bataille, c'est justement ce sujet de formation en entreprise sur des sujets très précis liés à l'intelligence artificielle. Pour le faire, on travaille avec des experts comme Michel de ces sujets-là et précisément des experts de ce qu'est la montée en compétences en entreprise. Pour le faire, on travaille avec les collaborateurs d'entreprise, différentes typologies d'entreprises, systématiquement en présentiel. Et pour ça, on a développé des programmes de formation très précis par vertical métier qu'on déploie avec des experts sur une période de temps donnée pour assurer cette montée en compétences et répondre aux enjeux actuels et des prochaines années. Alors, pour amorcer tout le sujet, il faut comprendre qu'aujourd'hui, au-delà d'une rupture technologique, le sujet de l'intelligence artificielle correspond vraiment à un changement de paradigme en entreprise. Tout démarre, et je pense que c'est très révélateur, ce changement de paradigme, ce paradigme se voit justement avec les prises de décision à l'échelle de notre gouvernement. Aujourd'hui, on a un plan de financement qui s'appelle le plan France 2030, qui a un cheval de bataille, c'est que l'IA générative doit être dans l'ADN des entreprises. Donc, comme vous voyez, c'est Bruno Bonnell qui l'a soutenu avec la BPI et concrètement, ce plan de financement repose, et si vous devez en retenir des chiffres, c'est son budget de 6 milliards d'euros qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. C'est 6 milliards d'euros sur 54 milliards. L'idée ici, c'est que ce budget soit déployé justement pour maîtriser ces enjeux de montée en compétences et de formation en entreprise. L'objectif est très simple, c'est de former 1 million de personnes d'ici 2030. Et en réalité, les notions de ce plan de France 2030, c'est vraiment renforcer notre souveraineté, notre réindustrialisation et surtout la formation des entreprises sur ce sujet-là, qui est l'intelligence artificielle. Donc, hyper concrètement, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, avec Certifia, avec Michel, en entreprise, c'est que l'IA correspond à un changement radical au sein des métiers. Précisément, c'est un changement dans la pratique quotidienne de certains métiers. Donc, si vous deviez en retenir certains chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on a 87% de gains de productivité des salariés avec des outils d'intelligence artificielle quand on arrive à les plugger sur des tâches quotidiennes. Ça veut dire aussi 63% de réduction des tâches chronophages, comme on dit, des cailloux dans la chaussure, ou certaines tâches qui aujourd'hui prennent du temps, prennent de l'énergie, prennent de la concentration. Aujourd'hui, ces tâches, on arrive à les réduire avec les bons outils et les bons enjeux de formation. Et la conséquence, c'est tout simplement une amélioration de la relation client, plus rapide, plus efficace. Et tout ça se mesure et se crée avec des outils d'intelligence artificielle bien précis. Et l'idée, comme l'a mentionné Antoine, c'est vrai qu'on voit différentes écoles émerger. Est-ce que l'IA va nous remplacer ou est-ce qu'au contraire, elle va assurer notre productivité? L'enjeu dans ce changement de paradigme, c'est de comprendre que aujourd'hui, les outils d'IA, les IA, en réalité, décuplent notre force de travail, décuplent la productivité des collaborateurs en entreprise. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que ces changements viennent d'en haut, que ces prises de décision que l'IA soit intégrée dans ces prises de décision, parce qu'il y a des vrais enjeux stratégiques derrière. Il s'agit tout simplement, et c'est le premier point, de répondre à une vraie nécessité de monter en compétences générales. Et tout simplement qu'il y a un enjeu qui a une incidence en fait sur la compétitivité des entreprises. Une entreprise formée aujourd'hui à l'intelligence artificielle mesure les fruits et mesure les fruits de ces formations et de ces changements sur sa rentabilité, sur sa productivité et surtout sur son avancée par rapport à ses concurrents. Et le dernier point, c'est essentiellement de déterminer avec ces IA un cadre de bonnes pratiques, un cadre de règles
dans l'adoption des intelligences artificielles. Écoutez, moi, je vais prendre la suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mesure en termes de déploiement de l'IA pour les entreprises? C'est qu'on a identifié finalement sept impacts majeurs. La première chose, c'est que nous, on va souvent faire des audits d'entreprise et on va former des codires. Et on se rend compte que la première difficulté, c'est finalement, l'IA, ça me sert à quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Pourquoi ça va bouger quelque chose dans mon entreprise? Donc, c'est l'identification des projets, c'est-à-dire des verticales métiers. Comment on va s'en servir? C'est quoi les cas d'usage, la faisabilité? C'est quoi mon ROI? Qu'est-ce que ça me rapporte en fait? Ensuite, la deuxième chose, finalement, on a parlé en introduction, c'est comment faire adhérer les collaborateurs. Parce que les collaborateurs, en fait, vous allez avoir affaire, en fonction des discours qui sont portés, à une vraie résistance au changement. Et cette résistance au changement, elle est liée sur la manière dont l'IA est abordée. C'est-à-dire que si un collaborateur il pense que l'IA va finalement lui prendre son travail, il va il va être réfractaire très rapidement. Donc le but, c'est vraiment de rassurer, de former et d'accompagner les collaborateurs. Et nous, la notion de la formation aujourd'hui, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que souvent, moi, dans mes cours, je dis, écoutez, si c'était simplement parce que l'IA, c'était un nouveau logiciel, vous n'auriez pas besoin de moi. Vous pourriez faire un tuto sur YouTube et puis vous utiliseriez simplement ce logiciel. Alors là, comme on l'a dit, c'est un vrai changement de paradigme. Il faut modifier sa façon de penser et puis finalement libérer le champ des possibles. C'est-à-dire que chaque personne qui est formée, quand elle va sortir la formation, elle va se dire, non, mais je vais commencer par tester si c'est possible en IA. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je comprends ça, je peux vraiment gagner du temps. Donc ensuite, c'est finalement apprendre aussi des autres entreprises, parce que l'observation, c'est très, très important, parce qu'on regarde autour de soi. Et finalement, quand vous discutez, très rapidement, que ce soit sur des workshops, avec des partenaires, avec des clients, vous allez leur poser des questions et vous allez leur dire, mais toi, tu l'utilises comment finalement l'IA? Et puis, vous allez vous rendre compte que, ah bah tiens, nous, on a mis un chatbot à couche supérieure. Ah bah ben, c'est de l'IA. OK. Nous, on a travaillé sur la relation client. Ah ouais, ben, c'est de l'IA. Nous, on ne traite plus nos factures comme avant. Ah ben, c'est de l'IA. Et d'un coup, vous allez prendre finalement la mesure de l'impact qu'il y a eu en moins d'un an. Je prends toujours des exemples d'IA générative, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Si je devais vous donner un exemple, je serais capable de vous dire qu'aujourd'hui, en un an d'IA générative sur la création d'images, on a créé plus d'images en un an que dans toute l'histoire de la civilisation. Ça, si ce n'est pas un changement de paradigme, on ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ben, voilà, on est capable de générer des images à l'appel. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ce sera à nous d'en décider et surtout de mesurer et de le faire avec mesure et intelligence. Alors, bien évidemment, définir un budget, parce que tout ça, il y a une enveloppe, il y a des coûts. Et puis, très rapidement, intégrer l'éthique au déploiement de l'IA. C'est-à-dire que c'est pas un simple logiciel. Hein. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va lui faire faire, il y a une notion d'éthique. Qu'est-ce qu'on réalise? Comment on le réalise? À quel point c'est ma propriété? À quel point c'est la propriété de la machine? Ça, c'est très important. Anticiper l'impact sur les emplois, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il doit pouvoir mesurer ça, parce que je vous donne encore des chiffres comme ça. Alors, je sais que ça fait beaucoup, mais on essaie à chaque fois de donner des chiffres marquants. Aujourd'hui, on estime que dans les 3 ans à venir, il y a 30% des emplois du secteur tertiaire qui seront atteints. 30%, c'est énorme. Ça veut dire que si je prends des postes de secrétariat et que je mesure quelle est la part de tâches chronophages vs la part de tâches créatives, je me rends compte qu'il y a des tâches chronophages qui peuvent être répétitives et celles-ci, elles peuvent être assurées par de l'IA, bien évidemment. Et puis, enfin, dans les deux dernières parties, anticiper l'impact sur les emplois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ben, une fois qu'on a compris ça et on le comprend à travers une formation, on est en mesure de faire une vraie cartographie RH de ce que va être l'entreprise de demain, l'intégrer à un système de management de la qualité et se préparer à des recrutements. Donc aujourd'hui, ça y est, on a des Chief IA Officers, hein, les postes se sont créés, c'est-à-dire que alors, vous allez me dire, on crée des postes rapidement. On a eu le Chief Happiness Manager. Bah, maintenant, on a le Chief IA Officer voilà, qui arrive, c'est important. Mais ça veut dire que c'est vraiment pris en compte aujourd'hui par les entreprises. Puis, dans les données statistiques, c'est pareil. C'est une des questions qu'on nous pose souvent. On nous dit, écoute, c'est bien beau, mais comment je vais donner, sur quelles données je vais travailler, qu'est-ce que je vais donner à l'IA, qu'est-ce qui va être confidentiel, qu'est-ce qui va être finalement utilisé par un modèle de langage.
Ce qui est important, c'est que ça permet aussi de se recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, le cœur, une partie du cœur de l'IA, c'est le traitement de vos data. Et là, pareil, ça permet de se reposer un peu, de revenir à l'essentiel et se dire de prioriser, sélectionner et unifier finalement nos données qui vont servir à l'IA. Donc voilà, en gros, ça, c'est un mapping du déploiement de l'IA en entreprise. Et là, je vous ai mis, alors n'ayez pas peur, hein, vous aurez la présentation, le tableau a l'air assez chargé comme ça, mais il est très très important. Pourquoi? Parce que il montre finalement le rôle de l'infrastructure dans l'IA aujourd'hui. L'IA, on a quelqu'un en RSE avec nous. L'IA a un impact qui est très très conséquent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais 95% des clouds mondiaux sont américains. Qu'on dépend du Cloud Act américain, ça veut dire qu'on a beau se prémunir de ce qu'on veut. Le Cloud Act, si vous voulez, qui a été lancé par Obama et qui a été remis à jour par Joe Biden il y a 2 mois, dit tout simplement qu'à partir du moment où une de vos données transite par un serveur cloud américain, les États-Unis ont un droit de regard dessus. Alors, ce n'est pas anodin parce que dans la dernière mise à jour de cette loi, le président Joe Biden a dit que, en fait, ça ne dépendait pas simplement de la position du data center de l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un data center qui est en France, en Europe, à partir du moment où il appartient à une entreprise américaine, on a le même droit de regard. Et donc ça, c'est très important parce que les enjeux sont capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette infrastructure, finalement, c'est le cœur, c'est le moteur, hein, c'est là où sont les enjeux. Et cette infrastructure, aujourd'hui, on ne la maîtrise pas, on la maîtrise très, très peu. Donc, vous voyez, quand on vous parle d'investissement et de milliards, on le mesure beaucoup mieux. En revanche, là où on a une certaine maîtrise, c'est sur la partie modélisation, c'est-à-dire le développement, l'entraînement des modèles. Donc, on a Mistral aujourd'hui, vous avez dû en entendre parler, qui est finalement le LLM le plus performant français. Alors, je ne veux peut-être pas dire performant, je vais prendre de la mesure. En tout cas, c'est le plus connu, c'est celui qui a levé le plus d'argent. Très rapidement, Mistral a dû s'associer avec Microsoft. Pourquoi? Parce que Microsoft détient l'infrastructure avec le cloud Azure. Mais donc, en gros, vous avez cette modélisation. Donc là, on peut avoir un impact dessus. Et puis enfin, le déploiement. Donc le déploiement, c'est tout à chacun. C'est quel LLM et quel modèle on va venir utiliser dans l'entreprise. Donc voilà, là, je voulais juste vous remontrer un peu l'infrastructure, la modélisation, le déploiement, parce que c'est assez important de comprendre ces enjeux et surtout de comprendre que l'IA, vous allez l'utiliser finalement comme un assistant, mais ça ne va pas tout remplacer. Hein, je vous rappelle que si demain, à partir du moment où vous avez des problèmes de serveurs et de bandes passantes, vous êtes dans le cloud, vous êtes à distance, vous êtes sur le web, du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Alors bien évidemment, il y a des IA aujourd'hui qui sont conçus pour travailler en toute autonomie, mais là, on parle de ce qui est dans le cloud. Maintenant, on vous a préparé quelques petits cas d'usage et j'en profiterai en fait pour illustrer à chaque fois ces cas d'usage par rapport à des retours d'expérience qu'on a eu dans les entreprises. Donc là, on a fait un premier cas d'usage RH. C'est un cas d'usage qui nous est déjà arrivé où en fait la RH n'est pas là et le patron demande dans ma petite TPE-PME, écoute, débrouille-toi, fais-moi une fiche de poste. C'est un métier RH, faire une fiche de poste, ça s'apprend. Donc là, vous voyez, on a fait un prompt et là, vraiment, j'ai mis en contexte. Alors, les prompts, ils sont très variables. Nous, justement, on entraîne sur le prompt. Le but ici, ce n'est pas d'apprendre à faire un prompt. Le but, c'est de voir un petit peu le rendu qu'on aura. Donc, vous voyez, tu es un expert des ressources humaines, tu maîtrises l'ensemble des processus de recrutement avec une appétence pour le recrutement des développeurs en IT. Mon contexte est le suivant. Notre RH est absente. Le patron m'a demandé de faire une fiche de poste pour recruter un développeur Python avec 5 ans d'expérience qui a déjà travaillé sur des projets en lien avec la mobilité et qui a déjà managé au moins 2 personnes. Prépare-moi une fiche de recrutement type. Je veux que la fiche soit vraiment attrayante. Alors, on a complètement anonymisé, mais normalement, vous pouvez aussi mettre le nom de votre entreprise, un lien vers le site institutionnel, et là, votre fiche, elle n'en sera que plus belle. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur toutes les valeurs écrites qui représentent votre site. Et vous voyez, en gros, ici, une fois que le prompt est lancé, donc on est sur une version GPT-4. Alors, on parlera des versions payantes et des versions gratuites. Un des enjeux,
un des enjeux aujourd'hui, j'étais il y a 3 semaines avec le CTO de Microsoft lors d'une conférence alumni. Il faut savoir que les enjeux ce sont avant tout des enjeux financiers. Il ne faut pas qu'on se trompe. On est tous en train de s'accrocher volontairement à un magnifique fil à la patte. Okay, parce qu'à partir du moment où on aura commencé à utiliser cette IA, on ne pourra pas s'en séparer. D'accord. Aujourd'hui, Microsoft est actionnaire de OpenAI à 49% et va installer des versions Copilot qui vont développer au fur et à mesure dans l'ensemble des packs Office. Donc, à partir du moment où ce sera dans l'ensemble des packs Office, bah, vous aurez 10 euros de plus sur votre abonnement, mais multiplié par X millions de salariés. Voilà. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'utilisation qu'on en fait lorsqu'on prend une version de ChatGPT, l'utilisation des serveurs, de la bande passante en fonction de l'utilisation qu'on a, vous payez un coût qui est inférieur au coût réel. Ça coûte beaucoup plus cher, en fait, en termes de bande passante et de serveurs, d'aller traiter toute cette data. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas cher et il y a de fortes chances pour que les gens veuillent se rattraper très bientôt. Donc, vous voyez, j'ai fait cette fiche de poste. Donc, ma fiche de poste, elle est là, sur le côté. Ça y est, je l'ai récupérée. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est pas passé. La suite, non. Hop. Non. Alors, attendez. Non. Vous ne voyez pas là? Est-ce que je suis toujours en partage? Oui. Peut-être arrêter le partage et reprendre le partage, peut-être. Je suis désolé. C'était revenu. Il y a eu un petit temps de latence. Hein. Donc, on revient dessus. Voilà, vous devriez le voir là, tout de suite. Hop, OK. Donc, là, vous voyez, sur la gauche, j'ai ma fiche de poste. Donc, ça y est, elle est faite. Et puis, la RH est parvenue et j'ai reçu des CV. Alors, vous allez me dire, moi, il faut que je fasse un premier classement de ces CV. Et donc, je vais reposer la question. Nous avons reçu 5 CV. Je te demande de les étudier avec attention et de faire un tableau de classement en fonction du niveau de correspondance avec ma fiche de poste. Tu indiqueras les points clés dans le poste du tableau, les points clés du poste dans un tableau. Donc ça, en fait, alors nous, on a fait ces cas d'usage volontairement. Donc, une des particularités sur la version payante, c'est que vous allez pouvoir uploader des fichiers. Alors, je vous parlerai un peu de sécurité. Sur la version entreprise, on vous garantit que le LLM ne s'entraîne pas sur vos données. C'est une garantie qui est toute relative parce que c'est une garantie qui, de toute façon, sera couverte par le Cloud Act américain. Donc, malgré tout, il faut rester vigilant. Et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'anonymiser tout ce que vous montez. En fait, dès que vous montez un dossier, il faut l'anonymiser. Et l'anonymiser, ce n'est pas simplement mettre du noir sur un PDF. Je vous rappelle qu'un OCR est capable de lire à travers une offuscation. C'est vraiment faire des screenshots et carrément enlever les noms, enlever les datas. Et là, bien évidemment, vous pourrez envoyer vos données. Alors, vous voyez que sur cet exemple qu'on a fait en ligne, on voit bien que là, à partir du moment où on demande le tableau, on va recevoir le tableau. Et ce tableau, finalement, une des choses que l'IA adore, et en particulier l'IA générative, c'est la gestion de données et le frottement des données. Vous donnez une base de données SQL, vous donnez un Excel, il est capable d'aller dedans, etc. Là, je vous montre en gros ce qu'on a extrait de ce fameux tableau. Finalement, c'est les conformités globales par rapport aux attentes du poste. Donc moi, j'avais demandé quelqu'un qui avait une expérience Python, quelqu'un qui avait déjà géré des projets liés à la mobilité et qui avait managé des équipes. En toute logique, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. L'IA est venue, mais rapidement m'a fait mon classement en me disant que la personne qui avait une expérience Python, qui avait déjà travaillé sur des projets de mobilité et qui avait managé le plus de personnes, eh bien, c'était Sarah. Voilà. Et vous avez une petite analyse en bas. Donc, ça, en fait, c'est un des exemples de la capacité à offrir à chaque collaborateur la possibilité de lui-même faire des demandes. Et en fait, c'est ça la force de l'IA générative, c'est qu'elle utilise ce qu'on appelle un NLP, un Natural Language Processing, c'est-à-dire la capacité que vous ayez à faire une requête simplement en texte ou à la voix. On en parlera tout à l'heure. Il faut savoir que à partir du moment où ChatGPT est installé sur votre ordinateur, je vous invite grandement à télécharger l'application. Pourquoi? Parce que les requêtes, vous racontez votre réunion à ChatGPT, vous lui demandez de faire une synthèse, il vous fera une synthèse, il va vous aider à faire des mails, il va vous aider à comprendre, etc. Et tout ça dans une logique de mobilité, ce qui est assez sympa. On vous a préparé un autre exemple. Donc là, c'est un cas d'usage SEO.
Alors, on verra après, on reparlera des différents cas d'usage. Là, on se dit que… Alors, à chaque fois, ce sont des cas d'usage qu'on prenait. Moi, je me rappelle que dans mon ancienne société, je payais un article SEO, je payais ça 50 € et j'en achetais entre, allez, 2 et 4 par semaine. Donc, à la fin du mois, j'avais payé 800 € mes articles. Aujourd'hui, avec du SEO, ça me coûte mes 20 $ en fait. Voilà, 20 $ par mois, je fais autant d'articles que je veux. Donc là, j'ai pris un article qui est, voilà, tu es un spécialiste du SEO, un rédacteur pro. Tu vas réaliser un article de blog de 600 mots afin de parler de l'importance de l'adoption de l'IA en entreprise. L'objectif de cet article est d'augmenter par référencement naturel le trafic sur le site web MEDEF Réunion, du MEDEF de l'île de la Réunion. Voilà, je ne pouvais pas faire plus concret parce qu'on a dit on vient au MEDEF, alors on va faire un exemple sur le MEDEF. Ce sont des exemples que vous allez faire au quotidien. En fait, le but aussi de la formation, c'est vous montrer tout le champ des possibles pour que vous ayez finalement ce réflexe. Parce que, en fait, la différence avec un outil traditionnel, le fait d'utiliser l'IA, c'est que finalement, on a tous un espèce de plafond de verre. Et ce plafond de verre, il est lié finalement à la notion d'exécution. C'est-à-dire qu'on a une idée, on voudrait faire quelque chose, et dès qu'on arrive sur la phase d'exécution, on dit « Ah, c'est trop compliqué, je ne vais pas pouvoir le faire, etc. J'ai besoin de telle et telle personne, j'ai besoin de telle et telle compétence, et je suis limité. » Là, d'un coup, à partir du moment où vous dites « Finalement, je peux faire beaucoup plus de choses que j'avais prévues », nous, l'idée, c'est d'emmener les gens à avoir ce réflexe. En fin de formation, en fin d'une journée de formation, le principe, c'est que chaque collaborateur puisse venir lui-même créer des GPTs. Donc, des GPTs, finalement, ce sont des assistants personnels qui vont vous permettre de décrire une tâche avec un prompt relativement long et d'automatiser cette tâche finalement, c'est-à-dire qu'en mettant une valeur simple, eh bien, ils vont pouvoir automatiser la tâche. Donc ça, c'est un peu ce qu'on recherche à faire, nous, dans le cadre de nos formations, c'est amener les gens justement à être complètement autonomes. Pourquoi l'autonomie, c'est très, très important? Parce que le marché de l'IA, c'est un peu comme la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on arrive avec quelque chose qui est complètement nouveau, il y a énormément d'acteurs. Je vais vous donner des exemples très simples que vous pourrez tout de suite comprendre, ce qu'on appelle le chatbot à couche supérieure. Vous remontez le temps, il y a 2-3 ans, vous disiez, voilà, je veux un chatbot sur mon site Internet, je veux pouvoir répondre aux sollicitations. Vous étiez obligé de faire un paramétrage qui était assez complexe, avec des séquences, avec un principe d'arbre de décision, avec des séquences de questions-réponses, de Q&A, etc. Ça prenait du temps, beaucoup de temps à setuper, à paramétrer. Et en moyenne, une entreprise, vous prenez une moyenne de 15 000 € pour vous faire un chatbot sur votre site Internet. Aujourd'hui, vous avez des sociétés françaises qui font des chatbots à couche supérieure, c'est-à-dire qui identifient vos datas, les mettent d'un côté, elles font travailler le LLM de votre choix, c'est-à-dire un ChatGPT, un Mistral, un Claude, et vous délivrent un lien ou vous délivrent une iframe ou simplement un accès sur un groupe WhatsApp pour avoir votre questionnaire et ça vous coûte environ 10 € par mois. Et donc là, là, on sent vraiment le niveau de la rupture, c'est-à-dire que et c'est pour ça que par rapport aux investissements qu'on va faire en entreprise et au niveau des enjeux, nous, l'idée, c'est de dire aux gens, c'est de ne pas venir créer quelque chose, c'est-à-dire venir faire la proposition de service. C'est leur emmener finalement cette formation qui est la formation essentielle. Je prends un exemple. Aujourd'hui, cette année, j'ai formé plus de 300 personnes. Je crois que sur 300 personnes, il y avait peut-être 2 personnes qui avaient fait un setup correct de ChatGPT. C'est-à-dire que tous les gens rentrent directement, et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on se dit qu'on pose une question, on a une réponse. Il y a un setup à faire avant, il y a une manière de poser la question, et en fait, il y a une logique. Et la logique cette logique qui est pour nous la plus difficile à faire comprendre, cette prise de conscience, elle est où? Elle est simplement du fait que c'est complètement contre nature. C'est-à-dire que pour la première fois, on va vous demander de parler à une machine comme vous parleriez à un humain. Et ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. C'est-à-dire que on a envie de donner quelques mots, que ce soit court, rapide, etc. Et puis on se dit, la machine, elle se débrouillera, elle en fera son affaire. C'est pas aussi simple que ça parce que justement, le LLM, lui, son entraînement, un modèle de Transformers, c'est un modèle d'arbre de décision avec des systèmes de calcul de probabilité. Eh bien, ce modèle-là, si vous voulez, il est basé justement sur la langue parlée et sur la compréhension. Et moi, j'ai tendance à dire, alors peut-être un peu naïvement,
que finalement, lorsqu'on utilise très très bien et lorsqu'on apprend vraiment à bien utiliser ces modèles de langage, on se rapproche d'une forme d'humanité finalement. Parce qu'on arrive, on est obligé de parler comme une vraie personne. Je prends toujours cet exemple et je dis dans les formations, imaginez que vous ayez chacun un assistant avec vous, que vous ayez chacun un alternant. Ben, quand l'alternant va arriver, vous allez faire connaissance avec lui, vous allez dire qui vous êtes, vous allez lui dire comment vous aimeriez qu'il travaille et vous allez l'accompagner. Et si vous ne lui donnez pas de détails, vous aurez un résultat qui ne sera pas finalement à la hauteur de vos attentes. Et ça, c'est très, très important qu'il puisse le comprendre. Alors, vous voyez, donc là, ben, j'ai mon article et puis je peux l'illustrer avec une image. Pour vous dire, j'ai une entreprise avec laquelle je travaille qui avait besoin de faire du référencement naturel en automatique. Il a lancé un script au mois d'octobre pour générer avec des alertes Google. Il récupère donc les informations et il génère du contenu avec 2 articles par jour en automatique. Il a commencé en octobre et je crois que le mois dernier, il avait 80 visites par jour et un lead et ça lui a coûté 0. Donc, c'est là où il y a un vrai changement. Parce qu'aujourd'hui, ce changement, Google le perçoit très fortement parce qu'il y a une vraie baisse de l'advertising. Il y a des concurrents comme Perplexity qui utilisent finalement des LLM et qui viennent documenter avec les sources, etc. Hein. Et parce que ça fait partie de ce qu'on explique dans les formations. On dit toujours que attention, si vous utilisez ChatGPT comme Google, vous allez au-delà de grandes difficultés. Voilà. Donc, je vais arrêter ce partage-là. On va reprendre la fin de l'autre partie de la présentation. Et je crois que j'aurais tenu peut-être mes engagements en termes de temps. Il faudra me le dire. Hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je suis plutôt bien. Donc, juste pour vous remontrer ici. Alors, hop, voilà. J'étais là. Et après, on passe. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a des beaucoup de questions. On n'aura D'accord. pas le temps de toutes. Je vais juste remonter quelques éléments qui ont été mis donc, dans le chat. Attends, il doit finir. Ah, j'ai juste le temps qu'il partage. juste le temps que je partage là, mais. Alors, juste le temps qui est le partage, on a des rebonds, notamment des rebonds sur les enregistrements visio et les entretiens. Je pense que c'est le rebond relatif aussi aux prises de compte rendu, etc. Et donc, il y a une mention aussi de décisions prud'homales qui ont été prises pour ne pas autoriser en fait ces captations sans autorisation. Donc ça, c'était un rebond donc, du chat. On est surtout sur du rebond dans le chat. OK. Il y a aussi l'anecdote Samsung qui a été remontée dans le chat. On a tous entendu parler de Samsung. Je pense que ça fait référence aussi au... Oui. Allô? Non, c'est une fausse alerte. Au code peut-être qui avait été intégré, donc forcément les codes d'application qui avaient été intégrés dans Samsung. Donc là, il y a une alerte aussi sur ce sujet-là. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, la confidentialité des données, c'est un des enjeux majeurs. J'ai pas d'audio, moi, c'est ça? Non, c'est bon. On m'entend? Voilà. La confidentialité des données, c'est un des enjeux majeurs. Mais tout ça passe par une éducation, finalement, une formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend les enjeux, aujourd'hui, vous avez, sur ChatGPT, vous avez des modes de discussion, dits de discussion éphémère, où en fait, vous discutez et rien n'entraîne le LLM. Vous avez dans la partie entreprise une garantie qui vous assure qu'il n'y aura pas d'entraînement. L'entraînement est très différent de la consultation. Encore une fois, le Cloud Act, en cas de crise, le Cloud Act peut aller consulter. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites une requête, que ce soit sur un chat GPT, que ce soit sur un Midjourney pour faire des images, une des particularités de ces outils, c'est qu'ils conservent les logs. C'est-à-dire qu'en cas de jurisprudence, on est capable d'aller rechercher votre requête. Qu'est-ce que vous avez vraiment demandé? C'est important sur la propriété d'image, par exemple, parce que si vous êtes sur de la propriété d'image et que vous faites référence à un artiste pour créer une œuvre, le fait d'avoir fait référence à un artiste, en fait, vous avez
vous êtes redevable finalement d'un certain niveau de droit d'auteur. Alors que si vous faites une analyse de l'image et que vous demandez le style de l'artiste et que vous définissez finalement un style général et que vous utilisez ça dans votre prompt, alors à ce moment-là, c'est pas la même chose. Alors la nuance, elle peut paraître faible, mais je pense qu'en cas de procès, en cas de divergence, c'est important de mesurer que c'est pas la même chose, quoi, de le savoir. Voilà. Ok. Je suis arrivé au bout là, c'est bon, on est bien. Bah, on va laisser peut-être Léo continuer. Léo, vas-y. C'est ça. Petite Toi. clôture. Bon, globalement, il me semble qu'on a fait le tour et qu'on a à peu près on a eu un aperçu de nos différents sujets d'intervention. Et précisément, on a tenu à présenter 2 cas d'usage qui correspondent à des problématiques métiers bien différentes. L'idée, c'est que nous, on a, avec Michel, travaillé des programmes de formation Mhm. qui s'adressent à différents cas d'usage métiers sur différentes problématiques. Et notre rôle à nous, c'est de rendre autonomes les équipes sur ces cas d'usage. Et comme l'a mentionné Michel aussi, la grande finalité de nos formations, l'impact qu'on crée, c'est vraiment sur la création d'assistants virtuels pour chacun des collaborateurs. C'est pour ça qu'on parle d'une multiplication des forces de travail. Euh, et euh, je pense ici qu'on a eu un bon aperçu sur des sujets liés à des équipes marketing ou à des équipes RH. Là, j'avais oublié justement cette slide. Ça vous donne un exemple et on vous enverra la présentation des différents cas d'usage qu'on a pu nous-mêmes mettre en œuvre, analyser, mesurer dans les entreprises. Celui qui me déroute toujours, c'est le cas d'usage de l'analyse d'un bilan comptable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez envoyer un bilan comptable et demander de calculer un fonds de roulement. Je veux dire, moi, c'est quand même quelque chose d'assez édifiant. Les créations de fiches de poste, on l'a vu, mais la gestion de réclamations clients, dans le tourisme, les créations d'itinéraires personnalisés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des itinéraires personnalisés comme vous voulez. La génération de contenu, marketing, aujourd'hui, on considère que ça représente entre 30 ou 40% parce qu'on est vraiment dans le cadre de l'IA générative. On peut faire des images, du texte, on peut faire beaucoup de choses. Mais les notes de frais, l'OCR est particulièrement puissant sur ChatGPT. Aujourd'hui, vous revenez de mission, vous mettez vos factures en tas sur la table, vous les prenez en photo et il va vous faire un tableau en séparant le déplacement, le transport, de l'hébergement, de la restauration et en plus, il vous aura calculé la TVA. Donc, ce sont tous ces petits éléments qui font qu'au fur et à mesure, quand on travaille, nous, l'idée, c'est que chaque salarié qui est formé, et surtout les CODIR, on emmène une vision vraiment stratégique, mais que chaque personne qui est formée se dise, non, mais avant de me mettre à bosser là-dessus, je vais regarder si c'est possible de le faire avec l'IA. Voilà. Mhm. Ok, et on va pouvoir le voir en plus tout à l'heure avec Mickaël qui va nous faire quelques éléments aussi de démo. C'est pour ça que je ne rebondis pas sur les questions relatives donc là, je l'ai vu, vente en ligne ou encore pédagogie. Je laisserai aussi Mickaël nous faire quelques démos sur le champ aussi des possibles juste après. Donc, je repasse la main donc, à Indira qui est dans le chat, qui va nous faire donc Oui. un témoignage, l'APEC, ChatGPT. Dis-moi tout. Alors, tout te dire, je sais pas. Mais au moins, une bonne partie. Alors, c'est super. Merci beaucoup à Léo et Michel parce que pour le coup, je vais pouvoir vous partager tout ce qu'ils ont dit. On est en train de le faire à l'APEC. Donc, j'ai préparé une petite présentation, donc je vais vous la passer. Et puis comme d'habitude, je suis dispo pour les questions. Donc, tu me dis si c'est OK de ton côté, Anaëlle. C'est bon. Ok. Nickel. Bon, super. Alors, voilà. Je resitue juste l'APEC pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est une structure privée et paritaire avec vraiment ce qui est important en fait dans tout ce qui est IA, c'est-à-dire que ce qu'on fait déjà depuis 2020 en fait à l'APEC a été partagé avec les syndicats patronaux et les syndicats de salariés au sein de l'APEC et que tout ça a été validé et que ça fait partie de notre mandat de service public également porté par l'État. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit avec Léo et Michel et les différents en fait orientations aujourd'hui gouvernementales à ce sujet.
Donc, on a 3 missions d'intérêt général. La première mission, c'est d'accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés. À ce titre, on est reconnu en tant que conseil en évolution professionnelle, opérateur donc national à ce sujet. Et également, une de nos missions fortes, c'est d'aider à la réussite des recrutements. Donc, en gros, mettre en relation les entreprises et les cadres et les jeunes diplômés que nous accompagnons dans le cadre de leur trajectoire professionnelle. La dernière partie, c'est celle qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui parce que l'APEC, on a un service études qui constitue plus d'une 50aine de personnes. Et donc, on est ce qu'on peut appeler un observatoire sur le marché cadre du secteur privé. Et du coup, on fait des enquêtes et des études sur justement l'impact de tout ce qu'il peut avoir sur l'emploi cadre. Et notamment, nous avons des enquêtes sur l'IA, dont une dernière qui est sortie le mois dernier et que je vous présenterai également. Juste pour vous dire, nous, on a commencé en fait à l'APEC en 2020 et un petit peu avant. Et donc, on a eu une première étude sur un état des lieux et la prospective de l'IA dans le recrutement, parce que le recrutement, c'est aussi notre cœur de métier. Et du coup, cette étude est sortie en septembre 2020. Elle est disponible sur notre site où il y a toutes nos études. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais en tout cas, si elle vous intéresse, elle est assez intéressante. Et la conclusion, ça reprend en fait tout ce qu'a pu dire, par exemple, Antoine ou bien Léo et Michel, c'est-à-dire que bien entendu, il y a une transformation dans certains secteurs et ça, voilà, l'APEC l'avait mesuré déjà en 2020. On est entièrement d'accord et ça se concrétise aujourd'hui, le traitement de volumes importants de données pour gagner en personnalisation et en réactivité, et aussi que les évolutions vont varier selon les secteurs et les tailles d'entreprise. Donc voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes dans cette étude, donc c'était en 2020. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? On va dire que nous, à l'APEC, on a eu déjà depuis fin 2022, on a commencé en fait à être par la direction générale, on a commencé à avoir des articles en interne sur les IAG et on a commencé en fait à partager des informations et des définitions. Donc, on a tout simplement un intranet commun où il y avait voilà comme une revue de presse des différents, on va dire, articles qui commençaient à sortir. Et c'est lors d'un séminaire manager, parce qu'on en fait 2 à l'APEC par an, un séminaire manager, on a à peu près 120 managers à l'APEC, où on a eu un séminaire dédié, donc en début de l'année dernière, sur ce sujet. Et on a travaillé en fait tous ensemble, tous les managers, sur comment en fait était notre pratique concernant les IAG de manière personnelle et après de manière professionnelle, et s'ils commençaient à avoir des utilisations au niveau des collaborateurs, si elles avaient été remontées. Donc, à côté de ça, de ce séminaire manager, donc l'APEC s'est engagé, comme je l'ai écrit, dans une démarche apprenante avec des différents tests en fait sur notre offre de service pour savoir comment améliorer et gagner en efficacité concernant notre travail en fait au quotidien. Donc cette phase de test, voilà, ça a été vraiment pour tester en fait les opportunités et les risques. Donc je vous partage une phrase voilà, que nous a partagé notre directeur général Gilles Gâteau l'année dernière, qui disait que voilà, le changement est déjà là depuis hier. Et nous, l'APEC, en étant vraiment acteurs sur l'emploi cadre et en étant conseil en fait des entreprises au niveau RH, on ne pouvait pas ne pas se positionner et ne pas être au moins formé sur ces questions-là. Et qu'on était déjà en retard en fait sur ce sujet. Donc du coup, c'était vraiment un message qui était fort, qui a été entendu par les managers, qui a été partagé aux collaborateurs. Et il y a eu vraiment, on va dire, en fait, une vague d'accord vis-à-vis de ce message qu'il avait passé pour dire qu'en effet, en fait, le changement, c'était déjà hier et qu'on était en retard. Donc, on n'a pas eu vraiment d'opposition, puisque aussi les partenaires sociaux, en fait, ont porté le projet, en fait, en interne. Donc, il n'y a pas eu ni d'opposition et tout le monde s'est lancé dans cette situation pour pouvoir
voilà, y aller et monter en compétences. Donc, juste pour vous dire que sur cette phase test, hein, ça a été en plusieurs étapes. Donc, concrètement, on a travaillé parce que, comme vous le savez, avec la loi plein emploi, donc on devient encore plus proche de France Travail. Donc, l'année dernière, qui était encore Pôle emploi. Donc, on a des sessions en fait communes ensemble sur voilà, l'acculturation aux intelligences artificielles. On a eu des études aussi sur l'usage pour les cadres et les recruteurs. Donc, elle est sortie là en mai. Et en fait, on a identifié 9 cas d'usage au sein de l'APEC. Par exemple, les livrables. Nous, quand on fait un diagnostic, donc on donne toujours un livrable, les supports clients, les fiches métiers, tout ça. Et du coup, on a choisi à l'APEC de vraiment travailler sur 9 cas et donc de donner un mode opératoire sur comment en fait l'IA peut nous aider dans notre travail au quotidien. Donc aujourd'hui c'est en phase test, donc on est toujours en phase test, donc 1 an plus tard. Donc on est sur les offres d'emploi à l'APEC, donc comment aider à mieux rédiger. Donc on a un service pour les entreprises sur l'aide à la rédaction de l'offre, pour les recrutements APEC, les fiches services d'atelier. Donc en fait on a une proposition d'offre de service d'ateliers collectifs que certains ont peut-être déjà assisté. Donc là, voilà, comment faire pour nous aider là-dedans. Et évidemment, donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur tous les contenus éditoriaux. Aujourd'hui, on a un service spécifique à la com qui travaille avec ChatGPT sur là-dessus. Donc, à partir de là, et cette phase test, donc j'en parlais avec toi, Naël, la dernière fois. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que depuis le début de cette année, on a ChatGPT 4 qui est intégré à notre CRM et qui est en phase de test pour tous les collaborateurs APEC. Ça veut dire qu'il est vraiment mis à disposition pour qu'on puisse aujourd'hui l'utiliser, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, et qu'on intègre en fait cette pratique à tous les métiers, on va dire, et qu'on l'utilise voilà, quotidiennement. Donc, il est vraiment à disposition. Il est vraiment à disposition. Et pour qu'on ait un usage qui est, on va dire, éthique, ce qui est très important pour nous à l'APEC, parce que la confidentialité, c'est quelque chose qui est primordial dans notre conseil, et je rejoins ce que disait Léo aussi tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place donc un guide d'usage. Donc là, je vous ai mis en fait les grands thèmes de ce guide d'usage, malheureusement qui est un document interne et confidentiel, donc je n'ai pas eu l'autorisation pour vous le montrer, mais peut-être plus tard. Donc, il vient de sortir, excusez-moi, j'ai mon petit garçon avec moi. Voilà, donc le guide d'usage, donc bien sûr, c'est les définitions. Donc, ça reprend voilà, toutes les définitions concernant les IAG. Qu'est-ce que c'est et pourquoi nous, à l'APEC, on a fait le choix de ChatGPT 4 et pourquoi il est intégré à notre CRM. Donc, les atouts et les limites. Donc, voilà, l'utilisation des IAG à l'APEC. Donc, comment? Et là, je rejoins Michel tout à l'heure. Donc, on a des exemples de prompts et tout ça avec les 3 cas d'usage que je vous ai parlé. Et bien sûr, la réglementation. Ce qui est important chez nous et ce qu'on doit retenir, en tout cas à l'APEC, aucune donnée personnelle, aucun nom de structure. Même, on ne fait pas mention de l'APEC quand on demande d'écrire les prompts. Même pour les mails et tout, on reste très, très vague. On met la structure ou l'association, mais on ne précise pas. On ne personnalise rien. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est quand même entré dans les mœurs, donc aujourd'hui, au sein de l'APEC. Donc, je partage aussi, Léo, ce qu'il disait, c'était sur la montée en compétences, parce que, ça, quand vous pouvez vous rendre compte, même si on est à l'APEC, on n'est pas tous au même niveau vis-à-vis de l'utilisation en fait déjà de l'outil informatique et d'autant plus de ça et des IAG. Donc l'APEC a mis en place en fait vraiment des modules comme ils appellent, de montée en compétences. Donc depuis le second trimestre, donc là on est à 5 modules déjà qui sont obligatoires. Donc les 5 ont été livrés en mars, fin mars, début avril, et les derniers, donc fin avril. Et normalement, tout le monde doit les faire pour fin juin. Voilà, les modules en e-learning. Et puis après cette phase-là, plus la phase de test que je vous ai dit dans notre CRM, plus les aides au prompt. On a aussi, donc, concernant l'accompagnement
des cadres et des jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi, un atelier qui va sortir prochainement sur comment utiliser les IAG pour optimiser sa recherche d'emploi. Et là, du coup, ça concerne uniquement le métier des consultants développement professionnel à l'APEC. Et eux vont être formés en fait spécifiquement à cette nouvelle offre de service. Et il y aura certainement pour la fin d'année quelque chose de spécifique pour les entreprises. Donc, comment les amener justement, comme le montrait Michel tout à l'heure, à faire des prompts pour aider à la rédaction de l'offre ou des choses comme ça. Donc, ce sera plus pour la fin d'année. Voilà, donc j'essaie un peu de faire vite pour rester dans mon timing. Comme je vous ai dit, la décision, c'est de rendre ces modules obligatoires, donc tout le monde s'y met. Alors, ce n'est pas une question, j'ai pu échanger avec d'autres personnes, ce n'est pas du tout une question une question de génération. La moyenne d'âge à l'APEC se situe aux alentours des 45 ans, et on peut dire que tous les niveaux, on a des personnes qui sont qui sont passées seniors et sont très au fait. Il y a des personnes plus jeunes qui sont pas du tout au fait de ces sujets-là. Donc vraiment, c'est pas du tout, en tout cas, à prendre sous l'angle intergénérationnel. C'est vraiment une décision d'entreprise à embarquer sur les métiers si ça peut faire gagner, en tout cas à l'APEC, sur la productivité des collaborateurs. Donc, et la suite, donc j'ai vu là dans le chat, donc on va avoir un chatbot. On l'a pas, nous, sur l'APEC. C'était une volonté au niveau de la direction générale de ne pas en avoir, parce que l'APEC, en fait, c'est vraiment l'envie dans notre mission de service public, c'est du conseil au cas de jeunes diplômés et aux entreprises sur des besoins spécifiques. Donc, ils n'avaient pas envie d'avoir une réponse générique apportée au chatbot ou juste un chatbot pour le site Internet. Donc là, ils sont en train de travailler sur vraiment quelque chose de très précis. Donc, comme je l'ai écrit, qui se nourrit de l'IA générative pour vraiment apporter des réponses qui dépassent juste un lien pour trouver le chemin sur notre site Internet. Donc ça, je pense que d'ici le début du second semestre 2024, ça sera disponible sur notre site apec.fr. Et là, je vous ai mis juste un petit extrait de notre étude sur les cadres et l'IA. Et je pourrais t'envoyer à Naël que tu pourras partager après. Donc voilà, que 25% des cadres à l'heure actuelle estiment que leur activité peuvent être facilitées par une intelligence artificielle. Donc c'est une étude là, c'est la nouvelle étude APEC. Je pense qu'elle sortira également fin d'année parce que ça va en fait assez vite. Donc elle va être, on aura une nouvelle étude en tout cas à ce sujet-là sur les cadres et l'utilisation de l'IA. Mon dernier point avant de laisser la place peut-être aux questions ou à notre intervenant, c'est que, juste pour vous dire, au sein de l'équipe Réunion Mayotte de l'APEC, on est 7 aujourd'hui. Et sur les 7 personnes qu'on a commencé à travailler là-dessus, donc l'année dernière, il n'y avait qu'une seule personne, donc une consultante développement professionnel, qui utilise en fait, qui utilisait et même en fait ChatGPT pour des raisons professionnelles. Donc, en fait, elle l'utilisait tous les jours pour écrire ses mails. Donc, elle avait une utilisation quotidienne, tous les jours pour écrire ses mails, pour écrire ses livrables, également pour faire des résumés de réunions et tout ça. Et c'est vrai que le fait que l'APEC, du coup, l'accompagne dans sa pratique, elle est aujourd'hui en phase avec toutes les règles RGPD, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, elle fait beaucoup plus attention et elle est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Donc, elle perd moins de temps à faire des mails tout le temps à l'utiliser. C'est vraiment une pratique un peu intensive. Et aujourd'hui, elle arrive à mieux gérer et à doser son utilisation de l'IA dans son métier grâce aux diverses formations qu'elle a pu faire là ces 2 derniers mois. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un peu un résultat à chaud parce que j'ai pu lui demander, pour préparer mon intervention, en tout cas ce jour. Et puis les autres personnes de l'équipe, donc les 6 autres personnes, y compris moi, on n'utilisait quasiment jamais, voire très rarement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir une utilisation assez intéressante, je veux dire, du sujet. Surtout moi, en tant que responsable et manager, je vais beaucoup plus vite sur des revues d'activité de mes collaborateurs, où là, ça va très vite, ou bien des synthèses clients pour des dossiers.
C'est vrai que là, j'ai un gain de temps qui est considérable, en tout cas quand on arrive à bien prompter. Et mon collaborateur, qui est notre référent réseaux sociaux, maintenant l'utilise pour écrire la plupart de nos prompts, enfin de nos publications sur LinkedIn, ce qui fait que vous avez peut-être remarqué qu'on est maintenant beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que bah voilà, ça, on n'a pas une personne dédiée, c'est quelqu'un qui a une casquette en plus dans son métier, et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustive sur ce sujet. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient échanger davantage, bah, je suis à votre disposition. Mais en tout cas, je rejoins le fait que ça doit être une décision qui doit être portée par la direction et qui doit embarquer pour le coup tout le monde dans l'entreprise, parce que maintenant, on se pose à l'APEC, et même avec mes collègues managers ou les autres collaborateurs, on ne se pose même plus la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut l'utiliser. En fait, maintenant, on y va et puis voilà. Merci Voilà. beaucoup. Merci Indira. Merci. On va passer sans transition à Mickaël pour respecter le timing s'il y a des questions. Puis il y a beaucoup de débats sur le chat, donc on ne va pas se lancer dans les questions. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Mickaël Mondon, qui est consultant SEO et formateur, et qui vous a préparé une formation qui va vous donner une vision d'ensemble de ce qu'il y a aujourd'hui et des cas pratiques et concrets. Voilà, je te laisse la main, Mickaël. Bonjour tout le monde, et déjà, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce qu'on voit bien mon écran? Ici, Top, oui. très bien. C'est parfait. Oui, ok. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, pour me présenter, je m'appelle Mickaël Mondon, je suis consultant en marketing digital. Mon métier tourne autour des sites web, donc je fais des sites web, mais je suis surtout expert en référencement naturel et expert en publicité Google. À côté de ça, je suis formateur, donc j'interviens dans un centre de formation qui s'appelle Créalise. Je forme des bacs au master, sorties de bac au master. Mais je forme également des agences digitales, agences communication, notamment surtout des chefs de projet, pour les aider à monter en compétences sur ces aspects-là, et également des entreprises, soit des dirigeants en one-to-one ou des groupes marketing dans des entreprises. Avant d'avoir la tête dans l'écran, bah, j'avais plutôt la tête dans le guidon. Pendant 7 ans, j'étais commercial en B2B. Du coup, bah, moi, mes rapports avec l'IA aujourd'hui, ça fait partie intégrante de mes process. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer à travers cette présentation, c'est de vous montrer comment l'IA a pris la place dans mon métier et surtout comment ça m'a aidé à augmenter en compétitivité et indirectement en chiffre d'affaires. Donc, j'utilise l'IA pour des articles de blog sur Google, ça a été énoncé en introduction, pour de la publicité Google, pour les newsletters, pour les réseaux sociaux. Et également, je vais vous partager mon retour d'expérience en tant que formateur sur la création de scénarios pédagogiques ou de plans de formation ou de diapos. C'est un peu ce qu'on verra. Donc, au menu aujourd'hui, ce que je vous ai prévu, c'est une petite introduction aux IA. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Comment maîtriser un prompt? On avait parlé de prompt au début. Je vais vous donner des exemples de maîtrise et une méthodologie à suivre que vous pourrez appliquer dans l'ensemble de vos tâches. Je vais faire un focus sur cette présentation uniquement sur ChatGPT et Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Et je vais bien évidemment vous parler des prochaines tendances de ces outils-là. Et on va se faire un petit focus sur comment l'appliquer dans son entreprise, à la fois pour son volet formation ou tout simplement pour la croissance de son entreprise. Et puis, on va essayer de rester dans le timing pour garder un petit temps d'échange à la fin, parce qu'il y a énormément de questions sur le chat et je pense que l'ensemble des intervenants ont leur mot à dire sur tout ce que vous avez énoncé. Alors moi, j'imaginais l'IA comme ça quand j'ai démarré, au fait. J'imaginais Skynet dans Terminator. Et pour ceux qui ont encore cette image-là aujourd'hui, mon but, c'est de casser clairement ça, au fait. Si vous n'avez jamais utilisé l'outil d'intelligence artificielle, n'ayez pas peur, comme je l'ai eu pour la première fois. On va bien au-delà de Skynet dans Terminator. Au fait, à mes débuts, en septembre 2022, c'était un peu ça, ChatGPT. C'était Streamlit, c'est open source, et on pouvait connecter l'API d'OpenAI et d'avoir sa première IA générative. Ça a été une révolution. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, là, les cartes sont en train d'être distribuées. Typiquement, moi, je travaille tout seul. J'ai une équipe d'indépendants qui m'accompagne. Chacun est spécialisé dans son domaine. Je pilote des projets. Et aujourd'hui, l'IA m'a permis d'être concurrentiel à la fois au niveau national, au niveau local, face à toutes ces agences qui sont implantées dans le marché. Et je reste tout seul. Tout ça pour le prix d'un abonnement premium. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer et quelques cas d'usage.
Donc finalement, ça s'est vraiment démocratisé l'IA à partir de décembre 2023, le 30 novembre pour être précis, où on a eu ce modèle chat qui est apparu. Et là, ça a été une révolution et ça a détruit tous les outils que je vous ai montrés auparavant. Ça n'existait plus. On parle aujourd'hui de LLM, Large Language Models, excusez-moi pour mon accent, et c'est tout simplement un modèle de langage. Un modèle de langage, ça va vous permettre de faire pas mal de choses, je vais le détailler. Et bien sûr, sur cette présentation, je ferai un focus uniquement sur ChatGPT et Gemini, bien qu'il en existe bien d'autres sur le marché. Alors, un modèle de langage, qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement? On peut faire pas mal de choses. Ça a été évoqué en introduction tout à l'heure dans des cas d'entreprise. On peut résumer des rapports, résumer des textes très longs. On peut résumer, par exemple, des sous-titres YouTube pour éviter de perdre du temps à regarder une vidéo, par exemple. On peut faire du brainstorming, on peut coder. Moi, ça m'arrive de corriger des codes d'erreur. Je ne suis pas développeur. Maintenant, je peux le faire, de mettre la main dans du code et ChatGPT corrige les lignes de code pour moi. Je peux rédiger des articles de blog, bien sûr en combinant avec d'autres outils SEO pour avoir une logique stratégique. On peut par exemple extraire des données, formater, et bien évidemment la dernière nouveauté qui est arrivée, c'est l'analyse d'images et l'analyse de PDF, qui a été montré aussi également en introduction tout à l'heure, qui vous permet, donc là on a vu le cas pour les CV, mais on peut imaginer résumer pas mal d'autres PDF, notamment des e-books ou ce genre de choses, dans le cas d'une utilisation de LLMS. Et c'est un peu ce qu'on va voir durant cette présentation. Donc, ça a été dit aussi, il ne faut pas confondre un modèle de langage avec un moteur de recherche. On est sur deux utilisations totalement différentes. Du coup, on ne va pas écrire la même chose dans cette barre de recherche comme un moteur de recherche Google. La différence, c'est qu'on va parler de prompt. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Un prompt, c'est qu'est-ce qu'on va taper dans cette barre de recherche finalement. Et ce qu'on va taper dans cette barre de recherche, c'est plus on est précis, mieux on aura une information précise. La structure que je vous propose de garder, c'est celle-ci, en 4 étapes. Contexte, tâche, instruction, clarification. Je vais rentrer dans le détail par la suite après. Et une fois que vous êtes dans votre fenêtre de prompt, vous pouvez ajuster. Une fois que vous êtes dans un prompt, le modèle de langage a compris que vous parlez de tel sujet et vous pouvez rebondir, peaufiner, ajuster, afin d'avoir la réponse la plus parfaite que vous souhaitez. On aura l'occasion de faire une petite démo. Par exemple, là, je vous ai rédigé le post que vous allez faire demain matin sur LinkedIn avec ce compte-là. Donc, vous vous positionnez dans un contexte d'abord de se poser le contexte. Tu es un community manager et tu raisonnes à ma place. Donc déjà, l'IA va comprendre qu'il est un community manager et que il va parler pour moi en fait. Donc là, je suis clair sur sa tâche, sur sa mission qui est de rédiger un post LinkedIn sur la conférence d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle pour la croissance de votre entreprise. Puis, je vais lui donner des instructions un peu plus précises. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant qu'il s'agissait d'un événement intéressant où j'ai beaucoup appris et il va bien sûr remercier les intervenants et le MEDEF pour l'organisation de cet événement. Comme clarification, je lui ai dit de garder un ton naturel, de travailler l'accroche et d'utiliser quelques emojis et à la fin, mettre des hashtags qui sont pertinents par rapport au post. Donc, je prends ce prompt-là et qu'est-ce que je fais? Je le mets dans ChatGPT. J'utilise la version 4, version premium, je vais vous montrer les deux, entre ChatGPT et Gemini, et quels sont les ajustements qu'on peut en faire. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait des captures d'écran. L'outil est ici et je ferai des démos de l'outil à la fin. Donc là, la réponse qui en sort, c'est plutôt pas mal, je trouve. Niveau post, c'est plutôt bien écrit. On a un ton qui est plus ou moins agréable, sauf qu'il a fait une erreur, c'est qu'il me met retour sur une journée inspirante alors qu'il s'agit d'une conférence qui a duré seulement 2 heures. Et bien évidemment, j'ai mes hashtags et je vois que globalement, franchement, c'est pliable. Il a remercié les intervenants, il a remercié le MEDEF. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste à mettre des petits arrobases pour mentionner les personnes et rajouter potentiellement quelques émoticônes. Bon, ajustement, qu'est-ce que je lui dis? Je suis dans la même fenêtre et je lui dis, OK, maintenant tu me fais un visuel. Je lui dis, vas-y. Et par contre, pour faire le visuel, je lui dis, tu me fais un ordinateur dans un bureau avec des employés montrant le futur, parce qu'on est un peu dans le futur finalement. Et il me fait ce visuel-là. Donc là, en l'espace de 5 minutes, avec un prompt, j'ai un post et un visuel qui est potentiellement publiable. Petite astuce, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, donc je suis aussi
c'est aussi mon domaine d'expertise. L'œil humain n'est pas habitué à voir encore suffisamment d'images générées par l'IA. Et on peut dire que ce type d'image capte facilement l'attention, beaucoup plus qu'une autre. Et du coup, ça peut être une stratégie à adopter lors de votre fréquence de publication, de votre stratégie de communication pour une utilisation sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez par exemple charter votre prompt afin qu'il vous donne à peu près les mêmes visuels assez régulièrement. Ok, donc là, j'ai mon poste et je me dis, bon, il y a Gemini aussi, on va essayer. Et je trouve que là, pour le coup, je poste le même prompt chez Gemini et j'arrive à quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus qualitatif en termes de contenu. Là, je trouve, et là, il a fait absolument aucune erreur. Il parle à la première personne dès le départ. On voit que les intervenants sont remerciés. Et à la fin de mes hashtags, il trouve le moyen encore de décrocher une accroche pour susciter la conversation à la fin. Alors, personnellement, et je ferai le comparatif ChatGPT vs Gemini dans plusieurs usages d'utilisation, mais pour ce qui est de la rédaction de contenu, Gemini a fait une très belle mise à jour cette année et je le trouve beaucoup plus qualitatif et pertinent sur de la création de contenu si vous êtes précis. Parce que n'oubliez pas qu'avant d'arriver à ce type de résultat, il y a quand même eu un très bel effort au niveau du prompt qui a été fait. Donc, du coup, ne négligez surtout pas cette étape du prompt. Deuxième chose, je suis formateur et j'ai décidé de réaliser une formation sur l'intelligence artificielle. Donc là, je lui ai demandé de rédiger un scénario pédagogique sur une durée de 2 séances de 7 heures autour des outils d'intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Dans les instructions, je lui ai dit que c'est pour des débutants, qui va mettre en place à la fois des actions théoriques et des actions pratiques, et je lui définis un objectif pédagogique qui est d'utiliser ChatGPT dans un usage professionnel. Dans sa clarification, je lui dis que de garder un ton informatif et pédagogique dans ce qu'il va me présenter. Alors, il m'a fait vraiment, au début, j'avais mis 3, donc c'est un peu long, donc j'ai fait juste une capture d'écran de une seule. Donc, j'ai une seule séance de cours qui s'appelle Introduction à l'IA, à ChatGPT, et découpée en plusieurs parties avec forcément le nombre d'heures qui peut aller à côté et tous les points qui sont abordés. Donc là, ça ne me plaisait pas la mise en forme et rappelez-vous la clarification si nécessaire. Je lui ai dit, fais-moi ça sur un tableau, ce sera peut-être plus lisible. Et il m'a fait ça sur un tableau et effectivement, c'est beaucoup plus lisible. Et c'est là qu'on arrive un peu à la frontière de l'utilisation de l'IA, à mon sens. Ça veut dire que moi, je suis formateur, j'ai fait une formation de formateur, j'ai cette notion de pédagogie active, je suis expert en stratégie digitale, donc je maîtrise mon sujet. Et je déconseille vraiment à n'importe qui d'utiliser l'IA sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Tout simplement parce que l'IA ne va pas forcément dire la vérité aujourd'hui, et il est possible que vous passez à côté d'une erreur qui peut coûter très cher, malheureusement. Donc, à la limite, faites vérifier par un expert qui s'y connaît, mais ne prenez pas la décision. Moi, par exemple, je ne ferai jamais une formation comptabilité. Je peux faire couler votre boîte. Donc, il vaut mieux pas. Alors, c'est pour ça, c'est un conseil personnel. Il vaut mieux faire vérifier. Par exemple, moi, il m'est arrivé de rédiger des articles de blog dans une logique SEO, de comparer d'autres outils et d'autres techniques pour des métiers très précis. Et je faisais relire par mon client les articles de blog. On ne va pas prendre de risques et ça ne coûte pas plus cher non plus. Donc, globalement, si je dois résumer la maîtrise du prompt, ça va se découper en 4 points qui sont vraiment importants. C'est le contexte, la tâche, l'instruction et la clarification. Et cette méthodologie de prompt, vous pourrez l'appliquer dans n'importe quelle tâche, qu'il s'agisse d'une newsletter, d'une formation, d'une diapo, d'une campagne de publicité, d'un post de réseaux sociaux, peu importe. À partir du moment où vous avez compris comment prompter, vous n'avez pas vraiment de limite, mais il faudra quand même ajuster et être conscient que ce qui est proposé n'est pas forcément vrai. Parce que franchement, c'est un gain de temps. On peut être euphorique et de dire purée, j'ai gagné 1 heure, quoi. Et finalement, passer à côté de certaines erreurs et perdre encore plus de temps à rattraper tout ça. Donc, restez conscient qu'il ne dit pas toujours la vérité. Mais bon, l'idée là, pour l'instant, c'est de vous montrer la maîtrise du prompt et de vous donner cette méthodologie qui vous permettrait, en 4 étapes, d'avoir un prompt qui peut être déclinable sur un panel d'utilisation. Et je vais continuer des démonstrations par la suite. Ok, donc là, ça va, tout le monde est encore là? Je perds personne, là, ça va?
Ok. C'est bon, c'est bon. Non, La question bah, à se poser maintenant, c'est ChatGPT ou Gemini? Alors moi, j'ai ma réponse et je vais pas vous donner la réponse, mais je vais vous donner des pistes pour vous aider à vous-même à vivre votre expérience. Vous avez remarqué, j'ai fait pas mal de clichés dans les films. Là, on est dans Matrix. ChatGPT. Alors, ChatGPT a sorti récemment, donc il y a 3 semaines de ça, une version avec l'application où on peut parler avec lui et vous retrouver sur votre version ordinateur le prompt que vous avez fait. Très honnêtement, c'est très pratique parce que parfois, moi, il m'arrive d'avoir une source d'inspiration pendant que je marche dans la rue et me dire, purée, je ferais bien un post là-dessus. Et je lui dis, bah tiens, vas-y, rédige-moi un post là-dessus, 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 là-dessus. Et je le retrouve sur mon ordi et j'ai encore l'idée, quoi. C'est voilà, c'est révolutionnaire, hein, hein. Donc, l'avantage de ChatGPT, c'est les GPTs. Donc, c'est des GPT personnalisés qui a été évoqué en introduction et je vous ferai des démos et qu'est-ce que vous pouvez utiliser, comment vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise. Euh, les générateurs d'images, c'est parfait, vraiment top pour faire du code. Que ce soit en Python, en CSS ou autre, il est top. L'inconvénient, je trouve que ChatGPT, c'est le ton IA qui est facilement reconnaissable. À force de baigner dans l'IA, je peux vous dire si tel contenu est rédigé avec l'IA ou pas. Et là, du coup, petit clin d'œil à mes étudiants, c'est à chaque fois que je récupère leur copie, je leur dis, ça a été fait avec l'IA, j'ai passé ça dans un générateur. Bien sûr, j'ai pas de générateur, mais je suis capable de reconnaître. Tout simplement parce que les patterns, qu'on appelle ça, il est important de, il est crucial de, il est essentiel de, ou encore on vous fait un petit bout de phrase avec 2 points et majuscule après les 2 points. À mon avis, c'est une faute de français. On m'a pas appris à mettre une majuscule après les 2 points. Et souvent, ce type d'erreur qu'on voit là, ce sont des patterns qui vont sûrement être corrigés avec le temps, mais pour l'instant, c'est encore là. Et ça me permet justement d'identifier un contenu IA d'un contenu traditionnel. Bien sûr, l'IA ne remplacera jamais un rédacteur, ça c'est sûr et certain. L'IA est un outil d'aide, ne sera pas un outil de remplacement à aucun cas. Donc il va vous aider à gagner en productivité, mais il ne va pas vous remplacer. Gemini, récemment, là, depuis cette semaine, je suis en train de tester la version pro de Gemini, donc vous avez 2 mois offerts. Là, l'avantage, c'est que le gros avantage, c'est que lui, il cite des sources pertinentes. Donc, on peut avoir des sources si on utilise Bing. Mais là, Gemini, c'est qu'en une seule phrase, il vous fait un prompt hyper qualitatif et hyper développé sur un sujet d'actualité ou un post ou autre, avec des recommandations, etc. La reformulation, elle est parfois difficile si on reste dans le même prompt. Ça veut dire qu'il vaut mieux refaire un prompt plutôt que de travailler dans le même, en fait. Bien que maintenant, avec la version pro, on peut modifier le prompt et modifier certaines réponses. Ça, c'est révolutionnaire. J'ai expérimenté ça cette semaine. Je n'aurai pas suffisamment de recul pour vous dire davantage là-dessus. Ce qui est super et ce qui ne marche pas malheureusement à La Réunion, c'est toutes ces extensions Google qui sont connectées. Ça veut dire que demain, avec Gemini, je lui dis, écoute, j'ai reçu un mail hier sur une invitation pour une conférence. Est-ce que tu peux me retrouver et me donner le lien d'inscription? Et il va fouiller dans votre boîte mail, vous retrouvez le lien, etc. Il est capable de faire ça dans votre Drive, sur YouTube, sur Google Maps, etc., etc. Donc, c'est la promesse de Gemini, sauf qu'on en est encore loin de la réalité. Finalement, l'IA, si on parle un peu de ces tendances aujourd'hui à venir, c'est qu'elle se veut être de plus en plus interactive et de plus en plus personnalisable. Et tous les outils, tous, aujourd'hui, je peux le dire, tendent à intégrer l'IA. Donc moi, je suis dans le digital, donc je travaille beaucoup avec des outils digitaux, avec des licences premium où je paye des outils. Ils intègrent l'IA, des générateurs d'images, des générateurs de texte, dans tous les outils. Et c'est un peu la tendance qu'on va imaginer venir demain. On peut l'imaginer sur tout. Imaginez, demain, vous allez faire votre déclaration d'impôt et que, je ne sais pas, on a une IA qui est capable de vous dire par rapport à vos revenus, vos sources, etc. J'en sais rien, mais on peut imaginer arriver à là et ça va être intégré, à mon sens, sur absolument tous les outils. Donc, on serait sur quelque chose de plus en plus interactif, de plus en plus personnalisable. Et bien sûr, ça se décline au niveau des objets. On a des objets qui ont été présentés à la Vivatech aujourd'hui qui, avec une petite carte comme ça, vous la posez sur votre bureau. Ça résume toutes vos réunions avec les interlocuteurs qui étaient là, etc. Donc, c'est vraiment, on arrive à l'Internet des objets avec l'IA des objets aujourd'hui. Apple a annoncé vouloir sortir sa propre intelligence artificielle dans ses systèmes d'exploitation.
Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais c'est toutes ces actualités. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je me détache de tout ce qui est nouveauté. De tous ces experts qui parlent d'IA, je me détache complètement. Tout simplement parce qu'il y a tellement de marketing et tellement de millions à se faire sur l'IA qu'on ne sait plus c'est quoi la vérité. Alors, je préfère attendre que l'outil arrive, je le teste, je vis mon expérience et après, j'en parle. Tant qu'il y a il y a trop de buzz sur l'IA. En ce moment, voilà, vous mettez un carré de poulet, recette carré de poulet et recette carré de poulet avec l'IA, ça fait la une des journaux. C'était la petite parenthèse. Tendance arrivée aussi, et là, ça va concerner un peu plus mon métier, qui est le métier de référenceur Google, c'est Google SGE, qui est disponible déjà dans plus d'une centaine de pays aujourd'hui en test et qui va arriver demain. Concrètement, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une zone avec de l'intelligence artificielle lorsqu'on fera sa requête. Et ça va changer la donne du référencement. Parce qu'aujourd'hui, le référencement Google, c'est de chercher le meilleur site pour avoir la meilleure réponse. Mais cette fois, on ne va plus chercher le meilleur site, on va chercher la meilleure réponse. Ça veut dire que l'IA va nous donner la meilleure réponse. Demain, vous allez en vacances et vous dites, tiens, je veux louer une voiture pour 15 jours à Marseille. Donc, je vais taper location de voiture Marseille. Pas cher. Et du coup, il va me proposer les agences qui sont référencées les moins chères du marché à Marseille. Donc là, il y a un gros problème de compétitivité. Moi, référenceur, je me dis là, la guerre, elle va se jouer là-dedans, là, en fait. Du coup, comment être positionné? Ça restera la pertinence, c'est d'avoir la meilleure réponse pour l'internaute, d'être le plus naturel possible. Et heureusement, pour l'instant, que les critères de Google et les algorithmes de Google sont suffisamment bien faits pour ça. Le jour où ça va arriver, ça va causer, ça va créer une belle concurrence. Finalement, on est un peu tous en train de créer son propre Jarvis dans Iron Man. Donc, dans Iron Man, on a Jarvis, qui est l'intelligence artificielle de Iron Man, qui parle avec Iron Man et va lui mettre son armure, et va lui réparer sa voiture, et va lui dire, tiens, il y a un problème, etc. Donc, finalement, l'IA, c'est un peu avoir son propre Jarvis. Et aujourd'hui, avoir son propre Jarvis, c'est possible avec les GPTs. Donc finalement, là, ce que je vais vous proposer, c'est de fabriquer votre propre GPT, pas votre propre Jarvis. Donc GPTS, c'est quoi concrètement? C'est donc ça se situe dans la version Pro, où vous avez la possibilité de voir des GPT personnalisés. Et ces GPT personnalisés, entre guillemets, ils ont déjà des prompts enregistrés à l'intérieur. Donc, leur taf, c'est déjà pré-mâché sur plein de tâches. Il y a un moteur de recherche. Vous pouvez chercher pas mal de choses et je vous laisserai expérimenter ça par la suite vous-même. J'en retiens quelques-uns qui sont super bien faits, notamment un qui s'appelle Viral LinkedIn Post Formatter, qui, lui, à partir d'un post, entre guillemets, brouillon, est capable de vous faire un post engagé, avec une viralité, en travaillant l'accroche, le contenu et un déroulé agréable à lire. White Mino, qui est un outil d'aide à la rédaction préformaté, et là, on casse un peu les patterns de l'IA qui sont top. Kayak, qui, finalement, la promesse qu'ils avaient annoncée n'était pas vraiment top, mais avec Kayak, avec l'extension Kayak, demain, vous voulez aller à l'île Maurice, louer une voiture, vous avez 2 enfants et vous avez un budget de 5 000 €, Kayak vous organise votre voyage. Alors moi, j'utilise Kayak, malheureusement pas pour voyager encore, mais c'est parce que j'ai des sites dans la thématique du tourisme et ça m'aide à écrire des sujets d'actualité dans le tourisme et de créer des circuits dans le tourisme et qui sont existants, qui sont réels à travers une IA. Ça, c'est ma petite méthode. Et il y en a plein d'autres, à la fois pour l'analyse de données, les business plans, etc. Donc, vous pouvez vraiment expérimenter tout ça. C'est gratuit dans la version premium. Soit on prend la bibliothèque, soit on se fabrique son propre GPT. Pour ça, il faut d'abord identifier quelles seraient vos tâches répétitives dans vos activités. Moi, je vais vous présenter tous mes GPTs après et j'en ai fait un pour la démo aujourd'hui. Ça peut être une newsletter, ça peut être des créations de scénarios pédagogiques, ça peut être des plans de formation, ça peut être le fait que vous répondez toujours au même mail aux mêmes personnes, etc., etc. Première chose, identifiez une tâche que vous jugez répétitive. Deuxième chose, construisez un prompt en suivant les mêmes bases que je vous ai données juste avant. On va l'expérimenter. J'ai remarqué qu'au MEDEF, je me suis dit, les pauvres, ça doit être répétitif d'envoyer des mails d'invitation pour leurs ateliers. Et je me dis, ça serait intéressant qu'il y ait un GPT qui puisse faire ça à la place et qui pourrait peut-être accueillir des stagiaires et qui pourrait faire ça. Du coup, j'ai fait un GPT. Donc, dans ce GPT-là, je vais vous montrer comment il a été fait.
démo MEDEF. Donc, démo MEDEF, voilà, donc j'ai programmé un prompt à l'intérieur. Ce prompt, je vous le montre ici. Alors, au début, j'ai écrit ce prompt-là et je lui ai donné des exemples de mails. Donc, je suis allé chercher des mails que j'ai reçus du MEDEF. Puis après, je trouvais que ce n'était pas convaincant et j'ai dit à ChatGPT, je lui ai donné mon prompt, je lui ai dit améliore mon prompt dans le cas d'une utilisation d'un GPTs, toujours en citant mes 2 exemples. Et il a fait. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais copier, pour gagner du temps, je vais copier déjà le prompt. Et ça commence comme ça. Aide-moi à rédiger la prochaine invitation. Je vais lui demander. Il me dit qu'il a besoin du titre de l'événement, la date, l'heure, le lien Zoom, etc., etc., etc. Voilà. OK. Donc, et là, comme je fais juste un copier-coller. Donc là, je lui donne dans l'ordre ce qu'il me demande et j'ai l'invitation prête à copier-coller pour le MEDEF. Alors, imaginez-vous maintenant le MEDEF, la personne qui est derrière ce poste-là et à faire ça, je ne sais pas, il y en a peut-être 3 ou 4 par jour. Bah, elle peut accueillir un stagiaire ou un alternant et lui donner ça à sa place. Et bien évidemment, il me met le mail des personnes responsables, etc. Donc là, si je lui ai dit que c'était un lien en visio, il m'aurait posé la question, il m'aurait dit donne-moi les identifiants Zoom. Je lui aurais donné les identifiants Zoom et le mot de passe. Et voilà, donc, premier cas d'utilisation, c'est ce que j'ai fait pour le MEDEF. Concrètement, si je vous remonte à quoi ça ressemble dans le moteur, ça reste assez simple d'utilisation et ça se fait très facilement. Donc, vous avez plusieurs façons de faire un GPTs. Je vais vous en présenter qu'une seule. Vous allez dans le configurer, vous lui donnez un titre, une description et vous mettez tout simplement votre prompt à l'intérieur. Vous pouvez préprogrammer d'autres prompts. Si par exemple, là, je peux lui dire aidez-moi à rédiger en vous voyant, par exemple, ou en tutoyant. Et en fonction de ce que j'aurais cliqué, il aurait fait. Premier exemple d'utilisation, c'est ce que. Bon, j'ai fait ça pour la démo et en vérité, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire le prompt, de tester et d'ajuster. Je vais vous montrer maintenant d'autres prompts que j'ai fait ici, d'autres GPTs qui me servent au quotidien. Alors, il y en a quelques-uns que je ne pourrais pas vous montrer, mais je pourrais vous citer à quoi ça sert. Par exemple, rédaction projet C. C'est un projet que j'ai en consulting de création de site et j'ai entraîné le GPT à écrire comme si le client le voulait et je lui ai appris quels étaient les mots-clés à se positionner et la structure de site web à avoir dans une logique de référencement SEO. Donc là, ça a été un gros travail au niveau du prompt, de l'apprentissage et aujourd'hui, il me rédige des pages de ce site web et des articles de blog d'une façon one-shot, mais parce qu'il y a eu une réflexion à comparer les bons outils pour chercher les bons mots-clés dans le cadre d'une logique SEO. Donc ça, malheureusement, la confidentialité s'arrête là, mais je vais vous montrer autre chose. Donc là, par exemple, j'ai, grâce à un outil qui s'appelle Shuffle, qui a été fait par Julien Collet, il m'a permis d'extraire 139 posts LinkedIn que j'ai fait sur 2 ans. Donc, ces 139 posts, j'ai appris à ChatGPT comment j'écris, comment je parle et quels sont les sujets que j'aborde. Et là, j'ai juste à rentrer que le titre de mon post pour qu'il me le rédige. Et après, je lui ai dit, fais-moi un visuel. Mais là, vous voyez qu'il galère toujours un peu avec les écritures quand même. Mais bon, là, il y a eu quand même un entraînement. Je ne suis pas arrivé à la finalité de ce que je voulais. Je trouve que ce n'est pas top parce que 139 posts LinkedIn, c'est quand même pas mal, mais c'était peut-être j'ai pas eu la bonne approche pour lui apprendre comme il le fallait. Donc là, je vous donne un autre démo, c'est ce que j'appelle mon GPT rapport. Donc en fait, moi, je fais des audits SEO et parfois, je suis tellement focus dans mon analyse que j'utilise le chat vocal et que j'enregistre ça et je lui dis, voilà, je lui dis, ce site web présente je fais un petit constat en vocal et ensuite, il va me rédiger en constat recommandation. Donc, je lui ai appris à segmenter dans ce que je lui dis, constat, recommandation et conclusion. Du coup, ça me fait un gain de temps de fou parce que moi, j'ai juste mon micro, je parle, j'analyse et à la fin, il fait constat, recommandation et j'ai mon rapport d'audit SEO qui est complet. Bien sûr, ça demande une relecture. Je vais quand même vérifier qu'il a abordé tous les points que je souhaite. Voilà. Autre point, je suis mauvais en orthographe. C'est un fait, je l'ai accepté. Je suis très bon avec les chiffres, très bon en logique, mais je suis mauvais en orthographe. J'assume. J'ai fait une formation orthographe, c'est pas passé. Mais l'IA m'a aidé à gagner en confiance. Donc, je me suis fabriqué mon propre correcteur. J'ai envie de vous dire que j'ai fait exprès de mettre des fautes là-dedans, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment des fautes. Donc, j'écris, je suis aspiré le soir.
pour écrire mes posts LinkedIn, moi, c'est le soir, je suis inspiré, je prends mon téléphone, j'écris. Puis après, je passe, et c'est un morceau de ce que j'ai écrit, je le passe dans mon correcteur. Et dans le prompt, je lui ai dit d'abord de me donner le nombre de fautes, de me dire s'il est sûr à 100% qu'il a corrigé mes fautes, de me donner le texte corrigé et de m'expliquer les fautes d'orthographe. Alors, des fois, il en laisse passer quelques-unes, mais déjà, ça a réglé un gros problème chez moi, qui était la frustration d'avoir la peur de m'exprimer. Alors, ça peut être bête, hein, j'ai un master, j'ai plus de 10 ans d'expérience, un peu tout confondu, mais malgré ça, ce frein que j'avais à travers l'écriture a été pallié grâce à l'intelligence artificielle. Et on peut savoir aussi, maintenant que moi j'ai des étudiants aujourd'hui devant moi, je sais la difficulté qu'ils ont, je sais qu'il y a des dyslexies, des dysorthographiques, bah, typiquement l'intelligence artificielle est une solution pour pallier à ça. Donc, et grâce à ça, j'ai fabriqué un correcteur d'orthographe. Autre démo, newsletter. Là, j'ai programmé. Donc là, pour le coup, je lui ai appris. Donc, j'avais 5 ou 6 newsletters que j'avais rédigés moi-même. Et en fonction de ces 5 ou 6, je lui ai appris à rédiger une newsletter comme je le faisais. Donc là, par contre, le salut à toi, je le fais pas. Mais pour le coup, je lui ai dit rédiger une newsletter sur les bonnes pratiques de refonte de site web, mets en avant les points clés d'une refonte en appuyant sur ces étapes. Et là, je lui donne quand même les points clés d'une refonte de site web à respecter. Et il me rédige une newsletter qui garde un peu le ton, le style et la ligne éditoriale que j'ai fait parce que je lui ai aussi appris la ligne éditoriale de ma newsletter. Finalement, je me retrouve aujourd'hui avec des outils qui font partie de mon quotidien, qui sont là et qui me font gagner énormément de temps. Et ça me permet d'être compétitif, de gagner en assurance et de faire pas mal de choses en fait. Hein. Donc finalement, tout est parti d'un premier constat qui était d'identifier ces tâches répétitives. Et moi, à chaque fois, j'allais sur des correcteurs, j'étais pas satisfait. J'allais à chaque fois copier-coller mon prompt pour faire ma newsletter, j'étais pas satisfait, etc., etc. Donc ça a été une solution qui est née d'une frustration, d'une tâche répétitive qui a été automatisée. Donc voilà la démo du MEDEF. Et l'avantage dans tout ça, c'est que vous pouvez envoyer le lien à la personne, en fait. Là, ce que je prévois de faire à la rentrée scolaire, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à enseigner le référencement SEO à mes étudiants. C'est une matière très technique, très complexe. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un GPT qui sera entraîné, que je vais entraîner à poser des questions à l'étudiant. L'étudiant pourra entrer en interaction avec lui. Pourquoi pas faire ses propres audits. Et à la fin, pourquoi pas lui mettre une note. On peut imaginer ça, quoi. Et au fait, je peux partager le lien de mon GPT, envoyer ça dans le groupe de la classe, et chacun aurait son propre robot dans un outil, dans un cadre d'un exercice, en fait. Et là, on est vraiment dans le cadre d'une formation, ça peut être totalement applicable. Si je dois résumer cette partie GPTs, ça reprend exactement la même chose. Hein. La fameuse, le modèle de prompt, contexte, tâche, instruction, clarification. Mais le plus important, c'est de tester, mesurer et ajuster. Sachez que dans tout ce que vous faites, l'IA n'est jamais figée. Il m'est arrivé de prendre énormément de temps pour faire des prompts et de me rendre compte que 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, la réponse n'était plus la même. Donc, il a fallu que j'ajuste encore mon prompt. Tester, mesurer, ajuster. Rien n'est figé dans le temps avec l'IA. Et vos limites, c'est votre imagination. Et pour canaliser votre imagination, partez de ce qui est le plus douloureux pour vous, les tâches répétitives. Une autre solution que je vous présente là, je fais un petit volet là-dessus, je vois que je suis pas trop mal en timing, c'est AIRPM, qui est une solution externe à ChatGPT qui vous permet de faire des prompts. Donc là, par contre, c'est un peu payant. Pour 10 € par mois, vous avez des prompts préprogrammés. Donc là, c'est un peu en anglais. Je ne sais pas s'ils peuvent me mettre en français. Et là, vous avez des prompts sur du copywriting, l'analyse de data, etc., qui sont déjà préfaits. À la limite, vous pouvez prendre la version gratuite, regarder un peu comment ils sont faits ces prompts-là et faire vos GPTs à partir de ça. Alors moi, j'ai arrêté AIRPM quand ChatGPT a sorti ses GPTs. Mais à l'époque, j'étais vraiment sur AIRPM qui me faisait gagner pas mal de temps aussi.
Et je termine là-dessus pour aller plus loin, et j'ai même un peu d'avance, donc on aura un temps d'échange à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un niveau un peu plus avancé après ces utilisations-là? C'est l'automatisation, parce qu'on a des API qui sont ouverts. Donc, un API permet de connecter plusieurs outils entre eux. Et moi, j'ai déjà vu des cas d'usage où, par exemple, il y a des gens qui ont automatisé leur réponse Google My Business dans leur activité. Donc là, c'est intéressant quand vous en avez beaucoup. Si vous avez un restaurant, par exemple, un hôtel, donc là, vous recevez beaucoup d'avis, ça peut être répétitif de répondre manuellement à des avis, etc. Donc, on peut préprogrammer des prompts, connecter un API avec ça et faire répondre des avis Google My Business. On peut faire répondre des avis, des mails. On peut écrire des articles et intégrer directement sur les sites web. Ça, c'est ce que je fais actuellement dans le cadre d'édition de sites où on va fabriquer des sites uniquement pour la vente de liens et on va fabriquer des articles à partir d'autres outils. Là, on n'est plus sur ChatGPT, on est sur des outils externes où c'est connecté à mon site. Et une fois que mon article est publié, ça publie sur mon site, ça me génère l'image et tout est publié. En 2 clics, c'est fait, quoi. Quelque chose que je mettais peut-être 4 heures à 6 heures à faire, dans la même durée, j'en fais 20. On peut aussi imaginer automatiser des posts sur les réseaux sociaux, ajouter à ça des visuels. Donc là, on part sur de la programmation, mais de la programmation qui est accessible parce qu'on a des outils no-code qui le permettent de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir des compétences techniques hyper poussées pour réaliser ce type de choses. Il faut juste se mettre un peu dedans, tester. Ça va demander du temps, mais une fois que vous aurez cette expertise-là, vous pourrez la scaler, la dupliquer et l'utiliser ailleurs. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Cette présentation touche à sa fin. L'objectif pour moi a été de vous présenter un panel relativement large des possibilités d'utilisation. On aurait pu imaginer plus de pratiques, mais malheureusement, on est 50 et je me vois très mal vous faire tester à 50. Là, ce qu'il faut retenir, et si je pourrais conclure là-dessus, c'est que l'IA ne remplacera jamais vos métiers, qu'il faut le voir comme un outil complémentaire à vos activités et de l'utiliser uniquement si vous avez ce niveau d'expertise. Ok, merci Michael. Merci de ces interventions. Au MEDEF, on est contente, hein, on a moins de travail, vous avez trouvé plein de solutions. Là, on a eu des exemples. On n'avait pas du tout demandé de s'inspirer du MEDEF, donc c'est marrant que vous l'ayez fait tous les deux. Et on va peut-être passer la main à Antoine pour Ouais, Antoine, modérer les questions. alors il y a eu beaucoup de débats, de questions. Comment on pourrait résumer cette partie d'échange? Oh, la patate chaude que vous m'envoyez là. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a eu beaucoup d'activités dans le chat où plein de gens ont effectivement rebondi, plus donné des conseils qu'autre chose. Alors, j'ai pas relevé de questions particulières, hein, pour être honnête. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas à les rajouter ou voir à prendre la parole. Mais voilà, ce qui est intéressant, alors j'ai vu un monsieur Rapazini qui malheureusement ne valide pas l'expertise et s'en va. Et voilà, et ça me permet de rebondir au moins sur cet aspect-là. C'est dans cet esprit dans cette notion d'esprit critique qui va être importante pour l'IA. C'est bien aussi d'avoir des regards différents, des expertises différentes, parce que de toute façon, ça reste des nouveautés, soyons très clairs. Et que ça, c'est bien d'avoir deux côtés et de se faire ses propres idées en testant, comme le dit très bien Michael, il l'a très bien dit Léo aussi au début. Donc voilà, pour ça, j'ai trouvé les échanges du chat relativement denses et dynamiques. Voilà, j'aime bien. Merci, bonne chance à Antoine pour poser des questions. Moi, j'en ai pas, donc si vous en avez, je prends. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Voilà, est-ce que... Des réactions? Des réactions, ouais, qui souhaitent prendre la parole, peut-être poser des questions à Indira ou à Léo et Michel qui sont là aussi. Et Michael? Et Michael, bien sûr. On a peut-être une précision, parce ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que en effet, l'IA ne va pas remplacer les gens, mais elle va remplacer ceux qui ne l'utiliseront pas. C'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire qu'à un moment, l'IA, c'est un allié. Donc, en gros, chaque fois que vous allez utiliser une IA, c'est comme si vous aviez avec vous un assistant personnel. Et forcément, celui qui avait un assistant personnel avec lui, il est plus productif que celui qui n'en a pas. Donc la question à se poser, c'est un peu comme le train, quoi. Ce train, en fait,
il avance de manière exponentielle, il accélère en permanence et plus on passe de temps à essayer d'entrer dans ce train et surtout si on s'en occupe pas, j'ai bien peur que d'ici 1 ou 2 ans, ce soit très difficile pour les gens qui n'aient pas pris en compte cette valeur changement. Voilà. Effectivement, ça fera des sociétés à deux vitesses de ceux qui l'utilisent et de ceux qui ne l'utilisent pas. Il y a J'ai bien aimé, il y avait vraiment une image. vraiment Pardon, il y avait une image hier, on parlait d'exosquelette. J'aimais bien cette image-là parce que ça vient effectivement nous augmenter, mais pas nous remplacer. Alors, il y a deux mains levées. Je crois qu'il y a Sonia et Francesca en ligne. On vous laisse la parole. Je donne la parole à Sonia d'abord. Ok, bonjour et merci à tous. Alors, je me permets une question vraiment très naïve parce qu'il n'y a pas de question trop technique. En fait, ça fait déjà un petit moment que je m'interroge sur le recours à l'IA et j'utilise ChatGPT très, très modestement. Manifestement, j'ai encore de très gros progrès à faire sur la rédaction des prompts. Mais je me demande, et au MEDEF, on avait déjà parlé il y a quelques mois. Et en fait, est-ce qu'il y a un moment où j'arrive pas à identifier, en gros, est-ce que ça mérite, est-ce que c'est le moment où il faut que j'aille sur la version payante, ou est-ce que c'est que vraiment, je suis vraiment pas bonne, quoi. La version payante, vous avez, quand les gens font un rapport, ils disent qu'il y a 30 ans d'informatique entre la version gratuite et la version payante. Donc, forcément, ça Ah oui. paraît énorme. Ah oui, oui, c'est énorme. C'est-à-dire que sur une version gratuite, vous n'allez pas pouvoir uploader de fichiers, vous n'allez pas pouvoir utiliser ChatGPT Vision. On n'en a pas beaucoup parlé, ChatGPT Vision, c'est l'analyse de l'image. Demain, vous avez une infographie, vous la mettez dans ChatGPT et vous demandez une description de l'infographie. Vous avez une campagne de publicité de votre concurrent, vous la mettez dans ChatGPT et vous allez demander mais pourquoi cette campagne est intéressante et pourquoi elle marche ne marche pas. Il est capable de vous dire ben voilà, il a respecté une lecture en Z, il a respecté la lettre de la règle d'or. Enfin, et tout ça, c'est sur la partie version payante. Donc, cette version payante qui vous permet également d'échanger finalement vos fils de discussion et de faire participer d'autres personnes dans les fils de discussion, en plus de faire des GPTs, comme on l'a montré tout à l'heure, en fait, elle se justifie. Vous voyez, si je prends ne serait-ce que l'exemple d'un OCR et d'un traducteur, aujourd'hui, la capacité de traduction de ChatGPT est très, très forte. C'est-à-dire que si vous utilisez, vous payez aujourd'hui DeepL en outil de traduction, vous prenez un ChatGPT, il est capable de vous traduire des documents complets en prenant en compte la localisation et la sociologie de votre cible. Vous voyez, moi, j'ai fait un document commercial pour la Californie. Ben, je lui ai dit, c'est destiné à une cible de jeunes en Californie qui ont entre 17 et 25 ans. Il m'a fait une traduction d'un niveau juste incroyable, quoi, en utilisant même de l'argot californien par moment, vous voyez. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, la version payante aujourd'hui, elle se mesure, nous, on la mesure en permanence lorsqu'on fait les formations, parce que dès qu'on attaque la partie upload de documents, la partie vision, la capacité que vous avez aussi, par exemple, dans une version payante, à comparer plusieurs dossiers entre eux. Je donne un exemple encore très simple. C'est un exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec un de nos clients qui nous dit, moi, tous les ans, j'ai mes contrats partenaires, ils sont remis à jour, ou mes contrats prestataires, et mon secrétariat passe énormément de temps à vérifier les différences entre le contrat de l'année dernière et le nouveau contrat cette année. Bah, vous voyez, vous prenez une version payante, vous uploadez les deux fichiers et vous lui dites, dis-moi où se trouve la différence, à quelle ligne. Ça vous a pris 2 secondes. Ouais. Vous devez répondre à un appel d'offres. Vous avez les appels d'offres aujourd'hui, ils sont très très complexes, ils sont de plus en plus complexes. Nous, on a perdu, moi, ma société, on a perdu des temps fous à répondre à les appels d'offres. Des fois, ça dure une semaine. On travaille, on pense qu'on est champion du monde. Puis d'un coup, vous recevez une réponse laconique disant ah, vous n'avez pas vu l'annexe 2, alinéa C, vous deviez avoir un financement public. Ben non, ce n'était pas un financement public. Ben si c'était une bourse, c'est considéré comme un financement public. Donc, en fait, vous n'êtes pas éligible. Et ça, ce petit annexe, vous ne l'avez pas vu, vous avez travaillé une semaine. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai fait une data de mon entreprise. Quand il y a un appel d'offres, je mets l'appel d'offres, j'upload mes datas et je me dis, dis-moi à quel niveau je suis compatible et si je ne suis pas compatible, dis-moi pourquoi. J'ai juste gagné 4-5 jours. Donc, en fait, tous ces cas d'usage, plus vous allez travailler et plus vous allez utiliser ce type de version et ces fonctionnalités,
plus vous allez vous rendre compte de l'impact. Voilà, donc aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui c'est payant. Il y a une chose qui est incroyable aussi que les gens oublient, c'est que c'est payant, mais c'est un peu comme Netflix. Si vous voulez, vous pouvez désactiver quand vous voulez et le reprendre. Après, vous ne gardez pas les datas, vous ne gardez pas l'historisation de vos discussions, vous ne gardez pas vos GPTs. Mais bon, globalement, on pourrait le faire. Hein. Mais en tout cas, moi, si j'ai une recommandation, je pense qu'il serait, avant même de savoir si on prend une version payante ou pas, faites un audit des outils que vous payez habituellement et regardez en quoi ChatGPT pourrait remplacer ces outils. Vous allez être surprise et vous allez vous dire, bon, bah, écoutez, je vais arrêter tel et tel abonnement, puis je vais prendre ChatGPT, ça fera l'affaire pour tout. J'espère que ma réponse... Et c'est 20 $ actuellement? Oui, alors moi, vous avez plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez un abonnement à 20 $ qui est un abonnement en fait particulier. Moi, je vous engage vraiment à prendre l'abonnement Enterprise, entreprise. Pourquoi? Parce que, encore une fois, en termes de sécurisation des données, etc., vous aurez une garantie contractuelle par les CGV d'OpenAI qui est quand même plus importante par rapport au business. Et en plus de ça, vous pouvez gérer les équipes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager votre travail en temps réel dans l'équipe, bien évidemment en rajoutant des clés de licence, mais globalement, c'est assez intéressant. Nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a un chat GPT avec on a 3 licences en fait, voilà, sur un chat GPT entreprise qu'on travaille et qu'on fait travailler ensemble. Okay. Je reviens sur les questions en ligne si ça ne vous embête pas, parce que sinon on est là jusqu'à 15h. J'ai Francesca qui avait levé la main et j'ai une nouvelle main avec Émilie, donc je te laisse la parole, Francesca. Moi, c'est surtout par rapport au changement que je conduis auprès des entreprises. J'avais bien retenu que cette vulgarisation qu'on essaye de mettre en place pour enlever les peurs, c'était une des grandes clés parce que aujourd'hui, rien que la participation, et je rejoins un peu en retard, donc je suis désolée, l'en montre. Moi, la difficulté quand j'accompagne le changement dans les entreprises, entre autres par rapport à l'AI, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans dans l'AI, c'est cette partie humain. Donc, ils disent aujourd'hui, il y a 20%, 30% de complications d'interfacer les systèmes. Il y a peut-être 10% de prise en main des nouvelles outils qui sont générés avec l'AI, qui ont ces compétences-là. Par contre, il y a quand même 60% de résistances qui sont liées au humain qui a peur de ce truc-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'était la phrase que les gentils vont l'emporter parce que en face des méchants parce qu'ils partagent. Et ce que vous faites là, c'est top parce que vous vulgarisez l'utilisation, vous expliquez comment ça fonctionne. Mais moi, je suis vraiment preneuse d'astuces de comment puis-je encore aider les dirigeants et les courtiers que j'accompagne de devenir encore plus curieux. Je suis choquée quand je vais dans les boîtes, je dis qui utilise quoi. Oui, nous qui sommes aujourd'hui là, on l'utilise, on cherche, mais punaise, c'est improbable à quel point il y a encore une résistance par rapport à tout ça. Et donc, la révolution, l'évolution, est-ce qu'il faut avoir peur de tout ça? Moi, j'ai bien aimé la phrase tout à l'heure, c'est ceux qui l'utilisent pas qui vont être remplacés par. Donc, moi, je lance la discussion. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme astuce pour encore plus ouvrir les minds pour faire mental stretching sur ce qu'on pourrait faire avec ça? Nous, au niveau des astuces, c'est vrai que on mesure le fait que l'intégration de l'IA dans les entreprises aujourd'hui peut être perçue de 2 manières différentes. Si les gens ont une résistance au changement et une peur, c'est qu'ils disent l'IA va prendre mon poste. On se rend compte que, alors ça existe dans certains domaines, il faut en être conscient. Je prends l'exemple de Téléperformance. Je ne sais pas si vous connaissez Téléperformance. Téléperformance qui est une très grande entreprise française qui est cotée au CAC 40, qui a plusieurs dizaines de milliers d'employés dans le monde, fait du plateau d'appel. Vous savez, du plateau d'appel, quand vous appelez Orange, on vous explique comment dépanner votre box. Donc aujourd'hui, vous avez des IA vocales avec une certaine sensibilité en plus qui permettent vraiment de satisfaire le client à plus de 98%. Ça veut dire que vous allez avoir sur ces missions très ponctuelles, vous risquez d'avoir des licenciements et des remplacements et des gens qui vont être casés. Mais globalement, on se rend compte que toutes les entreprises qui ont fait le choix d'intégrer l'IA, aujourd'hui, elles multiplient leur force de travail. C'est-à-dire que, en gros, quand vous arrivez dans une entreprise,
l'accroche, le hook qui est vraiment top, c'est de dire, bah, OK, si vous utilisez l'IA aujourd'hui, vous êtes 50, avec l'IA, vous êtes 100. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes posé la question de quel marché vous iriez chercher si vous multipliez vos effectifs par 2? Ça, c'est la vraie question, en fait. Et les multiplier par 2, et c'est 7 éléments de valeur qu'il faut emmener en disant que on vient, par un moyen technologique, augmenter, c'est vraiment ça, comme le disait Antoine, augmenter chaque collaborateur. Et le collaborateur, en fait, quand il est augmenté, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'à partir du moment où il comprend vraiment comment utiliser l'outil, comment faire ses propres GPTs, etc., il a une certaine fierté. En gros, très rapidement, forcément, il y a une petite résistance au changement, il y a une petite courbe d'adoption au début. Nous, on mesure que les gens en moyenne quand ils commencent à utiliser ChatGPT, bon, la première semaine, bon, c'est un peu difficile, le résultat est bas. Et puis très rapidement, à partir de la deuxième semaine et au bout de 2 semaines, la tendance s'inverse. C'est-à-dire que là, d'un coup, on se dit, bah, OK, c'est beaucoup plus simple, je gagne beaucoup plus de temps, mon résultat est bien meilleur dans les métriques qu'on pourrait avoir. Et ça, je reviens sur l'intervention qu'on a eue tout à l'heure, où on dit, bah, en fait, si vous ne connaissez pas un domaine et que vous laissez faire une IA, vous risquez d'avoir de graves déconvenues. C'est vraiment ça qu'on mesure aujourd'hui. C'est-à-dire que l'IA, en fait, il y a une espèce de nivellement, alors c'est terrible ce que je vais dire, par le haut. C'est-à-dire que les gens qui sont bons vont devenir excellents avec l'IA. Ceux qui n'ont pas de niveau, n'ont pas de connaissances, l'IA au quotidien ne va pas les faire performer. Il y aura peut-être des systèmes SI qui vont les emmener un peu plus haut, mais ça ne va pas être transcendant. Mais en fait, la compétition, elle se joue aujourd'hui directement sur le haut. Je donne un autre exemple qui est assez simple. On parlait tout à l'heure de compte rendu de réunion. Alors, j'ai bien noté le fait qu'on n'a pas le droit d'enregistrer à ses dépens une réunion. Mais si vous voulez, moi, quand je fais un mail, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me rappeler de ce que j'ai eu dans le mail et je le tape dans une réunion et je tape ma version du compte rendu. Ben là, en fait, je le dicte à ChatGPT. Le speech to text est d'une qualité incroyable. Quand je dis incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur speech to text du marché. C'est-à-dire qu'il enlève les E, un, bon, les hésitations, etc. Et quand je tape le compte rendu de ma réunion, je lui dis à la fin, enfin quand je le dicte, parce que je fais ça en voiture, oui. Je reviens, je fais ça en voiture, j'allume en conduisant, je dis bon, bah écoute, voilà la réunion, ça s'est passé comme ça, je retiens tel point, tel point, tel point. Réalise-moi un mail de synthèse de cette réunion avec les différentes approches, mes propositions, ce que j'ai dit. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre mon laptop, je copie-colle, j'envoie mon mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été le premier à réagir par rapport à la réunion. Le mail, il est personnifié parce que c'est moi qui l'ai rédigé. C'est moi qui ai parlé. En revanche, l'orthographe est parfaite, la nuance est là, je peux mettre des jokes, c'est vraiment moi qui l'ai fait, mais j'ai eu une assistance. C'est comme si j'avais la secrétaire, je lui dicte au micro, j'ai dit rédige-moi mon mail, elle me le fait pour moi, ça dure 1 seconde et je l'envoie derrière. Et cette valeur-là, elle va se remarquer, elle va se mesurer de plus en plus avec les entreprises parce que quand vous envoyez une proposition commerciale, avant, nous, on a des projets, on bosse dans la XR et les gens, on répondait à des appels d'offres. On était obligé de passer par des phases de graphisme où on représentait ce que pouvait être le résultat client sur du marketing immersif, etc. Ça nous prenait du temps. Aujourd'hui, nos supports relève, visuels, etc., on va tout faire avec Midjourney. C'est-à-dire que la création d'images, et pour nous, j'ai vu une question d'ailleurs sur les images par rapport aux agences. Ce qu'il est recommandé aujourd'hui de faire, c'est de noter en bas de l'image, si vous utilisez Midjourney par exemple, créez pas de Midjourney, inspiré par l'agence X. C'est ça que vous devez mettre. OK? Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Vous mettez créé par Midjourney, inspiré par l'agence X. Pour tout ce qui est droit d'exploitation et tout ce qui est droit d'exploitation commerciale, à partir du moment où vous faites état de quelque chose qui est déjà sous des droits d'exploitation commerciale et que vous venez quelque part trop vous en inspirer, vous pouvez être attaquable. Mais vous voyez, par exemple, nous, on travaille sur des œuvres de poésie qui ont plus de 100 ans. Bon, vous avez, c'est libre d'exploitation commerciale et toutes les images que je vais en faire sont libres d'exploitation commerciale. Et pourquoi? Parce que je vais m'inspirer des peintres, des peintres du 19e. Normalement, je n'ai pas trop de soucis. Vous voyez, voilà. On va prendre une dernière question de Émilie. Enfin, je ne sais pas si une question ou une réaction. Qui avait levé la main. Oui, merci beaucoup. Merci.
Mais en fait, rapidement, du coup, Michel vient de répondre à la question. Donc, par une journée inspirée, effectivement. Et en fait, je voulais juste aussi rebondir par rapport à ce que Francisca disait. Donc, moi, je travaille dans la communication. J'étais salariée auparavant en agence de communication. Il y a 15 ans à peu près, quand on a commencé, les réseaux sociaux faisaient leur émergence. Et c'est vrai qu'il a fallu se former, un peu comme aujourd'hui, on se forme à l'IA, etc. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus révolutionnaire hein, que les réseaux sociaux. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est voir vraiment comme un outil enfin, c'est aussi le but de votre conférence d'aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, juste pour aider, en fait, que ça ne va pas remplacer, je suis d'accord. Et à l'époque, on disait même que les réseaux sociaux allaient remplacer, par exemple, la télé, la radio, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça se complète. Et voilà, enfin, je fais juste une petite parenthèse et une transition, on va dire, par rapport à ce que Francisca disait dans notre milieu à nous. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on l'a vu. Et donc, c'était plutôt une opportunité à prendre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer non plus des réseaux sociaux. Donc, voilà. Moi, honnêtement, je le compare à l'arrivée d'Internet. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été réfractaires à l'arrivée d'Internet, qui ont fermé, qui n'ont pas su prendre la vague. Le VHS par rapport au DVD. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette transition-là où on ne peut pas échapper au progrès. Et c'est un fait, on n'échappe pas au progrès, on ne va pas revenir en arrière, c'est impossible. Du coup, à nous de s'adapter et aussi avoir cette dimension éthique. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'éthique de l'IA. Moi, je maîtrise beaucoup moins ce sujet-là, mais il y a aussi se dire quelle est la place de l'homme, quelle est la place des créations originales que va prendre l'IA aujourd'hui. Et on est au tout début de ces réflexions-là. Et pour moi, c'est ça l'enjeu de demain, ça sera surtout le côté éthique plutôt que l'usage. Hein. Sur le remplacement et surtout sur ce qu'on vient de dire par rapport aux transitions et révolutions qu'on a eues de style Internet, on considère aujourd'hui qu'on est à l'aube d'une forme de révolution industrielle et on parle beaucoup de destruction créatrice à la Schumpeter parce que si vous regardez bien, vous avez beaucoup d'entreprises dont le modèle, et ces modèles changent en permanence. Je prends l'exemple de ChatGPT. Avant la version 4, vous aviez une version 3.5, vous aviez des clés d'API, vous avez plein de startups qui se sont montées en créant des business. 6 mois après, vous avez une version de ChatGPT qui est mise à jour, tous les business tombent à l'eau. Là, nous attendons la version ChatGPT 5, qui va être une version normalement avec une part d'interactivité, dont tu as parlé tout à l'heure, Michael, tu vois, où vraiment je vais pouvoir commencer à... en fait, les intégrations vont se faire de manière, en gros, très naturelle. Lorsqu'on arrivera à l'interactivité, tout l'effort de compréhension qui n'aura pas été fait va être payé très, très cher. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez, je vais passer directement dans la phase d'exécution pour plein de domaines. En gros, je vais arriver devant mon ordinateur le matin et je vais lui parler. Je vais dire, écoute, tous les mails de Pierre, tu réponds en disant que je lui répondrai la semaine prochaine. Tu vas aller regarder mon compte URSSAF. Si j'ai eu mes remboursements, je te demande de régler tel client. Et je vais faire ça en requête. C'est ça l'IA interactive. Je vais arriver, je vais dire, écoute, la semaine prochaine, je m'en vais en déplacement. Regarde pour moi les billets de train ou les billets d'avion. Fais mes réservations. Aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Et tout le travail sur le code, c'est comment je peux aller interagir. Aujourd'hui, on est tous sur du download, c'est-à-dire qu'on va regarder, on est capable d'aller regarder et capter des données sur Internet, mais on n'est pas capable de réaliser des actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cliquer sur un site, se connecter, se loguer, venir cliquer dessus, parce que, en fait, toute l'infrastructure web n'a pas été faite pour pouvoir interagir à partir de l'intérieur du code. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes obligé d'avoir une souris, de cliquer, un pad, de toucher, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, c'est l'enjeu et c'est une partie des milliards vont là-dedans aujourd'hui, voilà, pour pouvoir justement s'interfacer complètement. Ce sera le mot de la fin, je pense. On pourrait en parler encore des heures. Il y a encore peut-être une petite question ou deux, sinon on clôture. 14 heures. Hein, a priori, il n'y en a plus en ligne. Ouais. En tout cas, un grand merci à tous nos intervenants. Et puis, merci à tous les adhérents qui ont assisté à cette riche commission. Peut-être lancer la prochaine commission numérique, c'est le 19 juin, c'est bientôt. Et c'est dans le sud, hein, pour une fois, on sera chez toi, Antoine. C'est une formation sur LinkedIn.
Donc Et- voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est en soirée. Je ne sais pas si tu as une actu, Anaëlle. Vous recevrez, nous, notre petit trimestriel qui va partir dans peu de temps sur l'emploi et la formation, statistiques, actualité. Et on vous enverra aussi les contacts des intervenants qui ont pris la parole, aussi bien certifiés, merci à vous, et Michael et bien sûr Indira, présentation, mais je ne sais pas si elle est encore connectée, on vous enverra tous les éléments après. Et dans le trimestriel, vous aurez toutes les informations, toute l'actu, toutes les futures commissions sur l'emploi et la formation. Merci à vous. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir, à bientôt. bientôt, merci à tous. Attends, on quitte pas, on garde peut-être. Au revoir.